Bonsoir à tous. Je vous dis bonsoir au nom de la Fondation de l'Académie de chirurgie, qui est heureuse de vous recevoir pour ce nouveau mardi de la chirurgie qui va concerner un sujet très innovant, moderne, sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Je voudrais, pour ceux qui ne le savent pas, rappeler que la Fondation de l'Académie de chirurgie est donc issue de l'Académie de chirurgie, qui est une académie qui réunit les 13 spécialités chirurgicales et qui veille à la diffusion du savoir chirurgical de tous les progrès. La Fondation, elle, veille à diffuser ces progrès pour un plus large public et c'est ici qu'on a le plaisir de vous retrouver ce soir. Nous sommes déjà au 25e mardi de la chirurgie. On s'intéresse parfois à des notions très chirurgicales comme la chirurgie des hernies abdominales, la chirurgie des varices, les prothèses des membres, parfois des sujets plus de santé publique comme les nouveaux métiers de la chirurgie. On a fait une réunion également sur la chirurgie du sexe et du genre. Et on s'intéresse ce soir à la neurochirurgie. On a déjà fait une séance sur la neurochirurgie qu'on avait appelée fonctionnelle, mais peut-être en fait c'était plus une séance qui concernait certaines maladies pour lesquelles il existait des processus de destruction de régions cérébrales qui permettaient d'améliorer des épilepsies. On discutait également des problèmes de stimulation sur des maladies comme la maladie de Parkinson. Et aujourd'hui, on va, grâce à Monsieur Dufaux, que je tiens à saluer et à remercier de venir m'accompagner pour la présidence de cette séance, car c'est un monsieur qui mériterait une statue de la part des chirurgiens, tant il a mis au point des techniques qui permettent d'opérer au mieux des tumeurs cérébrales ou des pathologies, on va dire cérébrales au sens large, on va y revenir tout à l'heure, en essayant de faire le moins de dégâts possible, si je peux présenter ça comme ça, grâce à le contrôle opératoire, et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui, des fonctions du cerveau, et ceci est extrêmement important. Donc, on a la chance d'avoir ici donc, le professeur Dufaux et une partie de ses collaborateurs, si je peux me permettre cette expression. Dans tous les cas, je remercie déjà Vivien Zabot, qui est anesthésiste dans la même équipe, parce que ça me permet à nouveau de rappeler que les chirurgiens ne peuvent travailler que s'il y a des anesthésistes, et j'ai toujours été un défenseur de la qualité de la relation entre les anesthésistes et les chirurgiens, qui sont le seul moyen de faire avancer les choses. On verra tout à l'heure, les drogues anesthésiques ont fait des progrès considérables. Et tout ceci a été mis en œuvre dans une collaboration étroite entre les chirurgiens et l'anesthésiste. Et puis, il y a un autre personnage qui est très important dans cette équipe, je suppose, qui travaille avec vous également, c'est le docteur Guillaume Hébert, qui analyse les fonctions également cognitives préopératoires, car vous allez voir que, en dehors de ce mot un peu simple de dire on fait de la chirurgie éveillée, ben comme ça on voit où ça bouge, c'est qu'on, grâce à ces travaux, je crois qu'on peut dire, et vous allez nous expliquer ça, il y a un véritable changement de paradigme dans la conception des structures cérébrales au sens large, puisque mes cheveux grisonnants le prouvent. Quand j'ai appris la structure du cerveau et en particulier la neuroanatomie, les choses étaient extrêmement simples avec des régions bien déterminées. Et vous allez voir au cours de cette soirée qu'on va vous expliquer comment tout ceci a complètement changé grâce notamment à ces nouvelles techniques, en montrant que c'est plus des localisations fonctionnelles que des localisations anatomiques pures. Voilà. Je vais cesser mon discours et si vous le voulez bien, Monsieur Dufaux, je vous laisse dire peut-être un petit mot. Et comme vous êtes le premier orateur, vous allez nous résumer 20 ans ou 30 ans de votre vie sur la chirurgie éveillée de la chirurgie éveillée en neurochirurgie, j'allais dire. Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation qui me touche, puisque j'avais eu la chance de venir à l'Académie faire une présentation il y a déjà plus d'une dizaine d'années avec le concept de le localisationnisme n'existe pas. Et finalement, on a vu qu'entre-temps, non seulement les neurosciences s'en étaient inspirées, et vice-versa, mais surtout, comme vous allez le voir, qu'on a pu changer assez significativement à la fois la qualité de vie et l'espérance de vie des patients qui sont opérés de tumeurs cérébrales. Et c'est ça qui me touche le plus, à savoir non seulement élaborer de nouveaux modèles, et ce de façon donc collégiale, en réseau multidisciplinaire, hein, mais également être utile pour nos patients tout en donnant, j'ose l'espérer, de nouvelles idées à d'autres disciplines, en particulier dans le domaine des neurosciences appliquées. Bien, écoutez, on vous donne la parole. Je ne vais pas faire une remarque comme on fait dans les centres spécialisés de publication. Allez-y, je vous en prie, mais je vais seulement prévenir que le public, il y a des images de chirurgie qui parfois avec du sang, mais tout ça est tout à fait autorisé. Et ne soyez pas inquiets si vous voyez des images, comme on dit vulgairement, parfois un peu gore, si je peux me permettre cette expression. Et je crois que c'est important
de Il n'y a Nestlé pas de plutôt. son sur Donc, il nos n'y a pas, vidéos. voilà, il y a pas voilà, en tous les cas, merci et on vous écoute avec attention. On coupe le son. Vous expliquer pourquoi je n'utilise jamais de technologie au bloc opératoire depuis une trentaine d'années. J'envisage de continuer comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. C'est comme ça que j'améliore très significativement les résultats, puisque j'ai confiance au cerveau humain et jamais en la technologie, du moins au bloc opératoire. Je ne parle pas de offline. Je ne suis jamais déçu puisque cette introduction peut exister absolument partout dans le monde vu la reproductibilité, dans le manque de reproductibilité de la technologie. Le connectome cérébral, quant à lui, est par contre très reproductible. L'histoire commence avec des patients qui sont porteurs d'une tumeur au cerveau dont on ne connaît pas l'origine et qui s'appelle les gliomes, qui diffusent dans le système nerveux central. Ce n'est donc pas une boule qui refoule, masse le système nerveux, mais bien une diffusion des cellules tumorales. Et cette tumeur, qu'on a longtemps pensée comme étant bénigne lorsque j'avais 30 ans de moins, et qu'on laissait évoluer, finalement, chez des patients généralement jeunes qui mènent une vie active et qui font une crise d'épilepsie, se transforme en tumeur maligne et tue les patients dans 5 à 6 ans, après les avoir évidemment rendus déficitaires. Donc, vous voyez, c'est tout sauf une maladie bénigne. Il a pourtant fallu se battre pour expliquer qu'il fallait traiter ces tumeurs tant que les patients étaient jeunes et allaient encore bien, parce qu'après, il était trop tard. Et pour ce, on a dû essayer de comprendre comment le cerveau était capable de se réorganiser au fur et à mesure de l'évolution de ces tumeurs, puisque au début, elles évoluent de façon lente, à savoir, ça peut prendre des années. Et donc, il a fallu certes adapter notre compréhension, mais aussi notre philosophie chirurgicale au fait que si on voulait enlever une tumeur diffuse, on ne pouvait pas enlever une masse, mais une partie du cerveau qui était diffuse, donc faire une lobectomie. Et c'est bien pour ça qu'il y a 25 ans, on dit on va faire une lobectomie chez un patient qui va bien. C'était une hérésie, sauf que ça leur a permis, comme vous allez voir, de vivre beaucoup plus longtemps, puisqu'on a contrôlé la tumeur, sans pour autant prétendre guérir. De notre côté, on a préservé la qualité de vie puisqu'en parallèle, tout le travail de l'équipe et du réseau multidisciplinaire, comme je le disais tout à l'heure, depuis plus de 20 ans, ça a été de proposer de nouveaux modèles et évidemment, une bonne fois pour toutes, de dire qu'il n'y a pas une zone qui correspond à une fonction. Nous avons opéré, pas plus tard qu'hier, une région dite de Broca, considérée comme étant inopérable ailleurs, encore dans un CHU en 2025. Et évidemment, ce matin, la patiente me parlait avant que je ne monte à Paris. Pourquoi? Parce que au-delà du localisationnisme et du connexionnisme, plusieurs zones qui travaillent ensemble, on a créé la notion de, certes, réseau, mais surtout de réseau, méta-réseau. Et je suis certain que mon collègue, le docteur Herbé, neuropsychologue et neuroscientifique, en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. En d'autres termes, il a fallu comprendre les mécanismes de réorganisation du cerveau au fur et à mesure, expliquant pourquoi nous n'avons pas le même cerveau.
Donc, l'imagerie fonctionnelle est génialissime et c'est pour ça que j'adore la technologie, mais en dehors du bloc opératoire, parce que vous avez tout le temps pour pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire et ce qu'on a pu faire a posteriori de façon longitudinale et non invasive. Malgré tout, ce n'est pas la vraie fonction. Et la vraie fonction, on a décidé il y a maintenant 28 ans de réveiller de façon systématique les patients au bloc opératoire pour faire une carte de leur cerveau, puisque nous n'avons pas le même cerveau et de nous adapter pour enlever une partie du cerveau infiltrée par une maladie chronique alors que le patient est en train de faire toute une série de tests et pas de façon unitaire mais en parallèle, à savoir dans cet exemple. Peu importe parce qu'on n'aura pas le son, mais vous pouvez imaginer que la patiente est en train de bouger et de parler puisque vous la voyez en incrustation. Au fur et à mesure que je suis en train de faire des stimulations électriques qui sont censées inactiver le cerveau transitoirement, qu'est-ce qui se passerait si on enlevait cette zone? Une fois qu'on a cette carte, après, on peut enlever une partie du cerveau. Et là, ce que vous voyez, la cavité en question, ça n'est autre que la région dite de Broca, avec encore enseigné dans toutes les facultés du monde à l'heure actuelle que c'est la zone du langage. Et vous voyez, la patiente n'est pas au courant parce qu'elle continue à parler, d'ailleurs dans plusieurs langues, puisqu'elle est d'origine brésilienne, elle parle à la fois en portugais, en switchant avec l'anglais. Là, par contre, je stimule en profondeur et je sidère, comme vous voyez, elle déglutit, elle s'arrête de parler parce que c'est tout un réseau qui, à ce moment-là, est virtuellement inactivé par la stimulation pendant quelques secondes et qui nous permet de dire on n'a pas le droit d'aller plus loin. Donc non seulement on est utile pour les patients en enlevant plus de cerveau malade, mais en préservant de la fonction, puisque c'est le cerveau du ou de la patiente qui nous dit en temps réel n'allez pas plus loin, puisque j'ai su me réorganiser, mais il y a quand même des limites comme tout système tampon. Mais en plus, on peut en inférer de nouveaux modèles basés sur la réalité des faits et pas les biostatistiques, la technologie, les biomathématiques, où finalement on peut être un très bon neuroscientifique et ne jamais avoir vu un vrai cerveau de toute sa vie en action. Typiquement, pour le mouvement, tout le monde sait que si évidemment on fait un accident vasculaire cérébral au niveau de la capsule, à savoir des fibres qui descendent dans la moelle, on va être hémiplégique. Mais ce n'est pas suffisant de ne pas être hémiplégique suite à une intervention chirurgicale pour pouvoir jouer les concertos pour piano orchestre de Rachmaninoff, si c'est sa propre vie que l'on veut continuer à mettre en exergue après une intervention chirurgicale. Et il y a des réseaux où on peut très bien inhiber le mouvement complexe. Le retour sensitif. Comment voulez-vous courir un marathon ou a fortiori un 100 mètres haies si d'aventure vous ne ressentez pas la jambe gauche, par exemple, ou que vous n'ayez pas une bonne conscience de cette jambe? Donc, ça veut dire qu'au-delà de je suis paralysé, oui, non, ce qui quand même continue à alimenter la vaste majorité de la neurochirurgie de nos jours, l'idée, c'est que veut dire la conation et la volition du mouvement, donc la conscience de l'intention de l'action. Si c'est un peu compliqué, ça veut juste dire finalement comment je veux arriver à faire une séquence complexe. Et là, tous les chirurgiens qui peuvent écouter, quelle que soit leur spécialité, peuvent comprendre, puisque c'est exactement ce qu'on est censé faire quand on rentre au bloc opératoire en voyant toute la cascade des événements qui peuvent se produire et la façon dont on réagira. Mais on réagira aussi en fonction de notre vision. Donc, on va dire l'hémisphère droit est non dominant. Si vous avez une hémianopsie latérale homonyme, tout un côté, un champ visuel qui ne voit pas, vous ne pouvez pas conduire de façon médico-légale. Le patient va bien, il est vivant, il bouge, il parle, mais sa vie est foutue. Il y a la cognition visuospatiale, pas que visuelle. Se repérer dans l'espace, si vous voulez, avoir un haut niveau pour jouer au golf, nager, faire ce que vous voulez, en plus d'être chirurgien. Donc, on s'adapte à chaque patient. L'attention est critique. Je suis sûr que le docteur Herbé en parlera tout à l'heure, vu que cette collaboration m'a permis d'apprendre énormément de choses grâce à lui et grâce au fait qu'il ait pu, lui, élaborer des modèles basés sur la réalité des faits au bloc opératoire. Néanmoins, les patients, quand on fait des lobectomies aussi extensives, peuvent quand même garder des petits troubles, notamment sur le plan des fonctions exécutives, faire plusieurs choses en même temps, rester concentré de façon prolongée, passer du coq à l'âne. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de mieux comprendre les sous-réseaux. Je sais que ce terme n'est pas très apprécié par le docteur Herbé, mais qui font des réseaux et qui font ensuite des méta-réseaux. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous avez, comme j'aime le dire, une infinitude
finalement de circuits qui sont interconnectés les uns aux autres et vous pouvez changer cette intermodulation pour aller jusqu'au langage que je suis en train de produire, mais aussi à la sémantique et on peut très bien comprendre ce que l'on entend, mais également les symboles sans que ça passe par le canal verbal. L'accès au lexique est critique. Si vous n'arrivez pas à trouver les mots, comment voulez-vous mener une vie active, notamment si vous souhaitez revenir au travail? Et effectivement, si les temps de réaction pour cet accès au lexique est augmenté, vous avez un risque beaucoup plus important de ne pas pouvoir reprendre vos activités professionnelles, même si vous n'êtes pas aphasique et hémiplégique. Et ce n'est pas forcément ce que le patient souhaite avant. Le contrôle cognitif, de finalement arriver en société à sauter, comme je disais, du coq à l'âne, mais également en tenant compte de quelque chose qui est absolument critique, c'est-à-dire l'environnement et l'émotion. Donc, c'est gros schéma pour dire qu'on est en train de modéliser la dynamique entre ces réseaux, et cette dynamique, et c'est ça le message, elle change tout le temps. Donc, elle n'est pas fixée. Donc, on ne peut pas avoir un atlas pour tout le monde, mais même chez le même patient, les choses changent au fur et à mesure. Et c'est vrai pour le même individu, avec des réseaux bilatéraux qui font qu'il peut y avoir une balance entre tout ce qui est contrôle exécutif et comportement un peu plus basé sur les aspects de personnalité. Et vous voyez que toutes les interactions que je montre au fur et à mesure, c'est pas juste que bouger, parler, c'est également comprendre, c'est également s'adapter et force est de reconnaître que nos patients peuvent garder des modifications comportementales, un peu plus d'irritabilité, un peu plus de désintérêt, etc. Donc, on a introduit, et encore une fois, grâce au docteur Hervé, des nouveaux tests au bloc opératoire, qui n'est pas juste que bouger, parler, comprendre, etc., mais également reconnaître des émotions de façon à préserver une certaine forme de cognition sociale. On peut également s'auto-évaluer. À savoir, ce que je viens de vous dire, c'était plein de bon sens ou au contraire, j'ai dit une grosse bêtise. Et il n'y a rien de pire, évidemment, que d'entendre quelqu'un dire une grosse bêtise et qui pense qu'il a raison. Alors ça, on peut le vérifier au bloc opératoire également, en combinant différents tests. Donc, la conclusion, ça va être évidemment les résultats, puisque j'en reviens à mon histoire de gliome diffus de Bagdad, les patients, quand j'ai commencé, ils vivaient 6 ans. Là, on a opéré maintenant plus de 1000 patients en conditions éveillées, dont beaucoup ont été réopérés, puisque le cerveau est capable de continuer à s'adapter. Et cette finalement plus grosse série au monde a une mortalité de zéro, et ça, c'est grâce aux collègues anesthésistes aussi. Donc, c'est pour ça que je suis heureux qu'aujourd'hui, on puisse discuter tous ensemble avec cette vision qui est vraiment multidisciplinaire. Mais ce qui est extraordinaire, même pour moi, c'est qu'au-delà du fait qu'il y ait eu moins de 1% de déficit sévère permanent, donc ça veut dire qu'au fond, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est qu'on a pu préserver la cognition chez la plupart des patients avec 94% de retour au travail, ce qui est unique au monde à l'heure actuelle. Mais que surtout, on vient de publier l'année dernière, il fallait du temps par définition, que les patients ne vivent plus 6 ans en médiane, mais vivent plus de 20 ans et notre médiane de survie n'est toujours pas atteinte. Et tout ceci en ayant in fine assez peu utilisé les traitements complémentaires du style la radiothérapie, qui très honnêtement donnait des troubles cognitifs, parce que si on irradie le connectum, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner 5, 10, 15, 20 ans après. Et tout ceci, il fallait l'anticiper. Et c'est là où j'en reviens, comme c'est un gliome diffus, ben, on a dit dès le début, on va faire une grosse lobectomie selon des limites fonctionnelles à l'échelon individuel. Et là, on nous a dit, c'est pas raisonnable. Sauf que là, les patients, ils vivent vraiment au-delà de 20 ans, mais qu'en plus, on a préservé la cognition. Donc, si on comprend le connectome à l'échelon individuel et la dynamique des réseaux, ce qui semble un peu ésotérique dit comme ça, en fait, vous allez au bloc opératoire et vous multipliez par 3 l'espérance de vie des patients, en divisant par 10 le risque de créer des séquelles. Là, ça parle. C'est bien pour ça que nous avons regardé et mis en évidence pour la première fois dans la littérature que les patients mènent une vie active pendant plus de 15 ans. Quand j'ai commencé, c'était le dilemme, la fonction versus la survie. Quel dilemme? Le cerveau est plus imaginatif que nous. On peut combiner les deux et résoudre les paradoxes. Et là, en utilisant de la technologie en dehors du bloc opératoire, l'imagerie fonctionnelle qui montre que comment est-ce que le patient a compensé une lobectomie? En utilisant des épicentres de l'autre côté que vous pouvez voir avec un réseau bilatéral. Et du coup, l'idée, c'est que si on commence à comprendre ça, alors là, je vais revenir au bloc opératoire chez des patients qui ont un gliome de Bagdad dont on n'a toujours pas compris l'origine. Du coup, c'est magique
La première fois, on ne peut pas enlever. La deuxième fois, là où il y avait des étiquettes et où le cerveau nous a dit non, 5 ans plus tard, les ronds jaunes sont devenus des pointillés jaunes parce qu'en stimulant, le cerveau s'est complètement modifié. Vous pouvez enlever plus de cerveau infiltré par un peu plus de tumeurs et vous pouvez induire cette plasticité, en tout cas la potentialiser à travers des mécanismes de réadaptation guidés par une rééducation adaptée. Voilà l'ablation de la région de Broca chez collègues médecins qui continuent à mener une vie totalement active 19 ans plus tard. Voilà une lobectomie bifrontale où Damasio nous avait expliqué qu'il y allait avoir des modifications comportementales telles que jamais le patient ne pourrait revenir à une vie active. C'est faux. On peut oublier. Ça dépend des mécanismes de réorganisation. Donc, on les a étudiés de chirurgie en chirurgie parce que chaque fois qu'on réopère les patients parce que la tumeur revient, alors le cerveau s'est modifié, on peut enlever plus et faire vivre les patients plus longtemps. On en arrive à un tel niveau qu'on commence à s'intéresser directement aux capacités artistiques chez des artistes professionnels et aux capacités de créativité au-delà du comportement, de la personnalité, comme vous l'aurez compris, évidemment, de la cognition, du langage et des mouvements. Et en parallèle, de plus en plus, donc, on modélise cette dynamique entre les réseaux où le message conclure comment fonctionne le cerveau. C'est une succession perpétuelle d'états d'équilibre qui fait que votre métaréseau est déjà modifié à l'instant T par rapport à il y a 20 minutes quand j'ai commencé cette présentation. Donc, comment dire autrement que il faut d'abord comprendre le cerveau pour arriver à mieux l'opérer, et la meilleure façon, c'est de lui demander, et la meilleure façon, c'est de le faire en équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dufio. J'espère que. Est-ce qu'il y a déjà des questions, etc. Non, il n'y a pas de questions. Il y a un effet de sidération des réseaux, vous croyez? Alors, je crois que, si vous voulez, pour résumer de façon un peu, je m'excuse, mais je fais du coup un peu grand public, pour résumer de façon simpliste, si vous voulez, donc, quand M. Dufio est né et quand il a commencé ses études de médecine, le cerveau était, comme vous l'avez bien compris, avec des localisations très anatomiques. On disait, bah, c'est par là qu'on parle, c'est par là qu'on fait ci, c'est par là qu'on fait ça. Et progressivement, on a compris un peu mieux le fonctionnement, et on va en parler, donc je pense à une présentation maintenant. On a compris qu'en fait, ces notions purement anatomiques sont, j'allais dire, pas complètement dépassées, mais sont caduques, et que ça marche d'une autre façon, car il existe des milliards de connexions entre les différents neurones du cerveau. Je vais d'ailleurs vous poser des questions à ce sujet-là. Et donc, plutôt que de parler d'une zone anatomique, on parle d'une zone fonctionnelle qui, là, est très étendue, et on vient de le voir, varie d'un individu à l'autre. Alors moi, j'ai une première question, un peu grand public, si vous voulez. Est-ce que il y a une différence dans ce connectome en fonction de ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire cette fameuse substance blanche et substance grise, et la périphérie et l'intérieur? Et est-ce qu'il y a des zones aussi où vous n'avez pas envie d'aller? Je pense à l'hippocampe, à des zones un peu particulières qui ont des missions de relais dans les fonctions cérébrales, où il n'y a pas de règles. On travaille essentiellement dans la périphérie du cerveau. Et donc, vous pouvez dire un mot sur ça, sur substance blanche, substance grise. Comment est-ce que tout le connectome, si je peux dire, ou les réseaux vont dans toutes les parties du cerveau de façon homogène? Pour répondre à la question, on a longtemps cru qu'il y avait 7 régions qui correspondent à la fonction de la parole, par exemple. Maintenant, imaginez que vous ayez en fait plusieurs régions et qui se coactivent, qui se synchronisent transitoirement. Et là, vous créez la fonction transitoire de, par exemple, là, je parle ou je rattrape mon ordinateur. Vous voyez que je me suis adapté en temps réel tout en continuant à parler. Donc, les réseaux parallèles existent. Et la substance blanche aide à cette synchronisation, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a eu aujourd'hui par exemple, un problème de son parce qu'il y a eu 2 réseaux qui, à un moment donné, ont eu un antagonisme, alors temporel ou autre. Je ne rentre pas dans le détail de la technique, mais c'est exactement le concept du métaréseau. Ce qui veut donc dire que comme tout se modifie au fur et à mesure, puisque j'ai dû rattraper mon ordinateur, je me suis adapté, alors que en même temps, je réfléchissais à la question qui n'était pas prévue et que vous m'avez posée, et en même temps que j'avais une idée préconçue de ce que j'allais dire si on me parlait du connectome. Donc, vous voyez que tout change tout le temps et c'est la meilleure raison pour laquelle
encore une fois, jamais le robot ne sera capable de nous expliquer comment fonctionne le cerveau de ce patient à cet instant T, parce qu'il a déjà changé. J'aime à dire, si cela peut aider le grand public, que nous avons un clavier face à nous. J'adore le piano, vous l'aurez compris tout à l'heure, et que chaque note est préfixée. Et que finalement, on construit quand même toujours les pianos de la même façon depuis maintenant des siècles. Malgré tout, vous pouvez associer différentes notes et d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? En associant, vous aurez des harmonies différentes. Vous pouvez ensuite faire une combinaison, évidemment, vous aurez la mélodie. Vous pouvez introduire le rythme. Et si vous mettez tout bout à bout, à un moment donné, ben, il y a une infinitude de sonates, concertos, ce que vous souhaitez, qui peuvent être créées, écrites éventuellement de façon définitive, c'est l'hippocampe dont vous parliez, mais également improvisé. Il se trouve que l'hippocampe, non, on peut l'enlever parce qu'il y a un réseau bilatéral et que les seules choses qu'on n'est vraiment pas capable d'enlever, c'est toutes les autoroutes, si on les coupe, à un moment donné, le circuit ne peut plus fonctionner. Et c'est tellement évident que ce concept n'est jamais appliqué. Alors, la deuxième question, c'est un peu apparu, je pense, à la fin de votre exposé. Donc là, on l'a vu que vous vous adaptiez grâce à vos collaborateurs au réseau pair opératoire, et peut-être que M. Hébert va en parler après. Est-ce qu'on a progressé sur la modification des réseaux par voie extracrânienne, et je pense notamment aux méthodes électromagnétiques et des choses comme ça, pour essayer de transformer les réseaux et faire justement cette plasticité cérébrale, la faire progresser en dehors de l'intervention. Par exemple, vous avez un gliome à tel endroit, bon, vous dites celui-là, il faut, bon, est-ce que je peux pas, grâce à des techniques préopératoires, d'électrostimulation, enfin d'aimant ou autre, je ne sais pas ce que vous allez me raconter, modifier un peu les réseaux pour améliorer les choses en préopératoire? Stimulation magnétique transcrânienne pour le grand public, c'est comme quand nous, on stimule de façon directe, mais à travers le crâne via un courant induit. Donc, ce qu'on avait appris quand on était à l'école, finalement, on en revient à la physique de base. Du coup, on peut inactiver transitoirement. Et du coup, on peut faire une carte avant d'aller au bloc opératoire, sauf que cette carte n'intéresse que la surface corticale et pas la substance blanche. Donc, ce n'est finalement que la partie émergée de l'iceberg que l'on peut voir. On sait quelque chose puisqu'on a effectivement une TMS, une stimulation magnétique transcrânienne à Montpellier. De notre côté, votre question est, est-ce qu'on peut induire la plasticité? Et donc, je vais appliquer finalement, dans ma façon peut-être péremptoire des fois d'énoncer certains faits, beaucoup d'humilité, tel que je l'ai dit à la fin, c'est le cerveau qui nous guide. Et je ne vois pas comment on pourrait avoir à l'heure actuelle la prétention de pouvoir induire la plasticité si on n'a pas encore compris les mécanismes qui sous-tendent la réorganisation spontanée du cerveau, qui font que la plupart des patients que l'on voit avec une tumeur cérébrale qui infiltre les zones dites éloquentes selon l'histoire, donc qui auraient dû générer des séquelles, et ces patients vont bien, hormis les crises d'épilepsie, comment le cerveau s'est réorganisé, tout ceci est individuel. Donc, voyez où je veux en venir, comment arriverions-nous à moduler telle ou telle zone dans le cerveau, au pluriel bien sûr, zone, structure, si on n'a pas compris la façon dont ce cerveau avait réussi, lui, à compenser à travers des années. Et c'est là où ces patterns de réorganisation sont très variables d'un sujet à l'autre. Donc d'abord comprendre le mécanisme et ensuite, pourquoi pas, moduler. Mais comme l'être humain n'est pas raisonnable, on commence déjà à moduler alors qu'on n'a rien compris au principe du méta-réseau. Alors, je ne vais peut-être pas poser trop de questions parce qu'on va peut-être écouter M. Hébert, parce que je pense qu'on va étendre et qu'on va reposer, parce que j'allais vous poser aussi des questions sur la plasticité des réseaux en fonction de l'âge, enfin des choses qui sont sûrement très intéressantes. Ça doit pas être pareil chez l'enfant que chez l'adulte. Peut-être, je ne sais pas comment vous voulez faire, parce que c'est vous le président de la séance. Non, mais je vais On va donner, peut-être écouter M. Hébert et bien puis on entendu, rediscutera. juste euh, pour l'âge, bien que le potentiel diminue en vieillissant, il persiste. Et de c'est tout, rassurant. j'allais dire, et de toute façon, j'ai envie d'y croire pour des raisons de psychothérapie personnelle. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup. On donne la parole donc à M. Guillaume Herbet, qui travaille, je crois, aussi donc à Montpellier, et qui est neuropsychologue et surtout qui est très, très, très branché dans les neurosciences et qui, je crois, est, j'allais dire, c'est une partie du cerveau de Monsieur Dufio, si je peux me permettre cette expression. Non, c'est une interaction avec un autre Je ne peux pas les défiler. Voilà. Je ne peux pas défiler. Si, si. Toujours pas de questions, Non. Elodie? Pêche. Ok.
Alors, pendant que ça s'installe, vous avez bien compris que le modèle qu'a choisi M. Dufio, c'est des gliomes, c'est donc des tumeurs qui sont assez fréquentes et qui étaient d'évolution lente, mais qui sont d'évolution lente, mais malheureusement qui continuent. Et jusqu'à maintenant, on resséquait avec des bords. Et tout le secret de cette chirurgie, c'est d'être en berge saine et donc de faire des exérèses qui sont larges. Et grâce à ces techniques, on peut faire des exérèses, vous avez bien compris, beaucoup plus larges. Bon, vous êtes prêts? On y Oui, va? c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Merci de me laisser la parole. Je commence tout de suite. Alors, comme tout le monde le sait, le cerveau est un objet extrêmement complexe, composé de millions, des milliards même de neurones, et ces neurones vont être organisés en réseaux neuronaux complexes, très structurés, dynamiques, et dont l'interaction va aboutir à des formes très, très complexes de comportement humain. En tant que neuroscientifique, neurochirurgien, neuropsychologue, on est très intéressé de comprendre la fonction de ces réseaux fonctionnels, comment ils s'adaptent à l'expérience ou par l'apprentissage et comment ils vont s'adapter également en réponse à des lésions comme les gliomes diffus de bas grade, autrement dit la neuroplasticité post-lésionnelle. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous montrer comment les méthodes issues de la neuropsychologie, qu'elles soient cliniques ou anatomo-fonctionnelles, permettent de mieux comprendre, d'une part, l'organisation anatomo-fonctionnelle des réseaux qu'on appelle neurocognitifs distribués, puisque comme M. Dufault l'a dit tout à l'heure, une fonction n'égale pas une structure, une fonction égale un réseau et peut-être même un méta-réseau, etc., etc. Donc c'est bien complexe, bien plus complexe qu'on pourrait le penser. Et également, comment ces méthodes nous apprennent sur le potentiel neuroplastique en fait, de ces réseaux neurocognitifs. Donc le gliome de bas grade, on en a parlé tout à l'heure, c'est une lésion une maladie qui est chronique, qui touche l'adulte jeune et qui va se développer dans des zones préférées du cerveau, et en particulier au niveau de l'insula et de la pré-aire motrice supplémentaire, comme vous pouvez le voir ici. Et peut-être on l'a dit tout à l'heure, mais en tout cas le gliome est une tumeur qui progresse tout doucement dans le cerveau, ce qui laisse toute la propension à ce cerveau de réorganiser ses réseaux pour compenser fonctionnellement la présence du gliome, c'est-à-dire aboutir à un état de résilience cognitive face à l'infiltration de cette tumeur. Et c'est une tumeur aussi qui va s'épancher, qui va progresser préférentiellement via les faisceaux de substances blanches. Ces faisceaux de substances blanches qui sont beaucoup moins plastiques, on verra tout à l'heure, par rapport à des régions corticales. Pourquoi? Parce que ces faisceaux de substances blanches permettent d'une part l'intégration fonctionnelle entre les différentes régions, autrement dit la synchronie fonctionnelle, la coordination fonctionnelle entre les différentes régions du cerveau, mais probablement permet aussi la redistribution de l'information, donc quelque chose qui est très utile à la compensation fonctionnelle. Donc avant de rentrer plus dans les détails, je fais deux petits apartés de façon très simple, deux apartés physiologiques, mais qui sont très utiles pour comprendre le principe de la neuropsychologie de façon générale et de la cartographie cognitive en particulier. Il y a deux principes fondamentaux qui forment une forme de dialectique physiologique. L'intégration fonctionnelle et la spécialisation fonctionnelle. Comme je le disais tout à l'heure, une fonction n'est pas sous-tendue par une région corticale particulière, mais par un réseau d'aires corticales distribué sur l'entièreté du cerveau. Et l'information générée par ces régions corticales ont besoin d'être intégrées. C'est de l'intégration fonctionnelle. Et cette intégration fonctionnelle va être permise grâce à la substance blanche, aux grandes connexions du système nerveux central, comme ici, je vous ai mis quelques exemples. Le faisceau inciné qui relie la partie supérieure du pôle temporal à différentes régions du cortex précentral, ou le faisceau fronto-occipital inférieur, que vous voyez ici, qui va relier directement les régions du cortex occipital et pariétal à différentes régions du cortex préfrontal. Donc, dans ce contexte, il y a deux mécanismes neuropsychologiques qui sont importants à considérer, ce qu'on appelle les syndromes de disconnexion et les syndromes topologiques. Alors, pour m'expliquer, regardez l'illustration à gauche qui représente un réseau du cerveau humain. Ce que vous voyez ici, ce sont des régions en bleu clair, des régions corticales qui sont adjacentes l'une par rapport à l'autre. Et ces régions corticales adjacentes vont être interconnectées par de petites connexions de substances blanches qu'on appelle des connexions en formant U. Et on a également d'autres types de connexions qui vont relier en fait ces régions corticales qui sont plus distantes sur un plan
anatomique, sur un plan anatomo-fonctionnel, ce sont des connexions qu'on appelle associatives. En cas d'atteinte de ces connexions associatives, comme je vous montre sur l'illustration de droite, on va avoir un syndrome de disconnexion, c'est-à-dire qu'on va avoir un syndrome neuropsychologique, c'est-à-dire un déficit cognitif lié ici à la lésion de la substance blanche, qui va être dû au fait que deux régions corticales, mais ça pourrait être 3, 4, 10, ne vont plus communiquer ensemble. C'est un effet décolocalisé au sens où je peux reproduire ce déficit après une lésion de n'importe quelle partie en fait, de cette connexion. Deuxième mécanique en soi, une atteinte corticale, d'accord, comme vous pouvez voir pardon, ici. Donc à ce moment-là, on va avoir un syndrome neuropsychologique, par exemple un trouble aphasique, et ce syndrome neuropsychologique va être en particulier expliqué par la localisation de l'atteinte de la substance grise, mais pas seulement, puisque vu que cette région qui est lésée est connectée à d'autres régions dans le cerveau, on va avoir des effets qu'on appelle de diaskisie fonctionnelle, c'est-à-dire que ces régions connectées à distance vont dysfonctionner parce qu'elles vont plus recevoir d'informations de la part de la région corticale qui auront été lésées. Donc ces deux formes, donc ça on appelle ça plutôt un effet topologique, et ces deux formes de quelque part mécanismes neuropsychologiques sont très importants à considérer dans le contexte de la chirurgie éveillée, puisque la cartographie va se baser sur ces deux principes. La cartographie cognitive, c'est quoi? C'est cartographier le cerveau, inactiver d'une part des régions corticales et de la substance blanche. D'abord des régions corticales, l'idée c'est de localiser des épicentres corticaux cruciaux au sein de réseaux neurocognitifs particuliers pour pouvoir les préserver du geste chirurgical. Et cette cartographie cognitive va être réalisée avec différentes tâches cognitives. Par exemple, pendant que monsieur Dufault est en train de stimuler, ben, le sujet, le patient, va faire différentes tâches, comme des tâches de langage, des tâches d'association sémantique, des tâches de calcul, des tâches de perception spatiale, des tâches de reconnaissance des émotions, etc., etc., etc. L'idée, c'est de repérer ces aires importantes au sein des réseaux cognitifs distribués afin de les préserver du geste opératoire. Mais peut-être le plus important, c'est la préservation de la connectivité de substances blanches, parce que, comme on le disait tout à l'heure, probablement que cette connectivité est beaucoup moins anatomique et beaucoup moins compensable par rapport aux régions corticales. Donc, globalement, l'idée, c'est de préserver la connectivité anatomique et donc fonctionnelle, tout en maximisant la procédure chirurgicale, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible avec des conditions de sécurité maximum pour préserver les fonctions cognitives dans l'après-chirurgie et donc la qualité de vie du patient. OK? Alors évidemment, la chirurgie, il n'y a pas que la chirurgie éveillée en elle-même, mais cette chirurgie fait partie d'un parcours médical, d'une prise en charge neuropsychologique et médicale au sens large, puisque le patient va être vu avant la chirurgie, ce qui va permettre de le préparer à l'acte chirurgical, lever un certain nombre d'angoisses par rapport à ça, et aussi d'évaluer ses fonctions cognitives pour évaluer son potentiel de compensation. En général, les patients compensent très bien, mais c'est variable et on peut observer déjà l'installation de déficits neuropsychologiques. Ça peut arriver. On revoit le patient quelques jours après la chirurgie pour évaluer les conséquences immédiates de la chirurgie, ce qui permet de préparer, planifier des stratégies rééducatives pour accélérer la récupération dans l'après-chirurgie. Et on revoit le patient à distance pour s'assurer qu'il a complètement récupéré sur le plan cognitif. Et si on voit qu'il n'a pas complètement récupéré, ça peut arriver aussi. À ce moment-là, on réoriente les stratégies de rééducation cognitive pour tendre vers la récupération totale dans les semaines ou dans les mois qui suivent cette évaluation. Et on sait, puisqu'on a comparé les scores préopératoires et post-opératoires à 3 mois, on sait que les patients récupèrent très bien de la chirurgie assez rapidement après la chirurgie et reprennent très fréquemment leur emploi dès le 3 mois post-opératoire. Donc là, je vous ai mis une illustration d'une cartographie cognitive réalisée à la fois à l'échelon cortical, à l'échelon sous-cortical. C'est un patient qui avait une lésion du cortex préfrontal dorsolatéral niché dans l'hémisphère droit. Et comme vous pouvez voir, ici en jaune, vous voyez les sites associés à des fonctions identifiées par électrostimulation. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de nombreuses fonctions qui ont été trouvées au niveau du gyrus précentral, des aires impliquées dans l'articulation du langage, dans le contrôle de la motricité faciale ou dans le contrôle de la motricité, ou dans la motricité plus exactement du membre supérieur. Et un peu plus en avant, plutôt dans le cortex préfrontal, on va observer des déficits cognitifs, des fonctions plutôt cognitives, comme
des perturbations sémantiques sous électrostimulation. Ce que je dis au niveau cortical est aussi vrai au niveau sous-cortical, puisqu'en fonction de quels films vont être simulés, on va observer des déficits neuropsychologiques qui vont être différents, avec un gradient de complexité de postérieur-antérieur, avec au niveau postérieur plutôt des perturbations motrices et au niveau antérieur plutôt des perturbations cognitives, par exemple de cognition sociale, de reconnaissance des émotions complexes ou de sémantique. Alors, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup de plasticité qui est associée à ces guillaumes de Bagrad, puisque le mécanisme, c'est le temps d'évolution qui est lent, et comme ça, le cerveau peut réorganiser ses réseaux. On sait pourquoi, parce que les patients sont évalués avant la chirurgie, et de façon générale, on ne trouve pas de déficit, ou en tout cas des déficits dans une proportion assez mineure de patients. Par exemple, dans cette étude axée sur la cognition visuospatiale, aucun patient avait une négligence, c'est-à-dire un trouble de la conscience spatiale dans l'hémisphère gauche, alors que c'est un hémisphère qui est supposé être crucial pour ses fonctions. Ce constat est également vrai pour d'autres types de fonctions, comme les fonctions langagières et les fonctions exécutives, c'est-à-dire les fonctions qui permettent d'élaborer des comportements nouveaux non routiniers, qui permettent quelque part de ne pas être assujetti à son environnement, mais d'agir dans son environnement. Alors, quelque part, M. Dufault l'a rappelé tout à l'heure, on ne connaît pas grand-chose des mécanismes de plasticité. Et la question, évidemment, qu'on se pose, c'est comment le cerveau fait pour se réorganiser et compenser les fonctions cognitives, alors que des fois, les lésions sont extrêmement volumineuses sur un plan volumétrique, quoi, donc c'est-à-dire 200 cm3, 210 cm3. Et donc, comment le fait le cerveau, pardon. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment évolué ces 20 dernières années, puisque le professeur Luc Dufault, mais également Michel Desmurger, avaient déjà décrit les principes qui restent les mêmes à l'heure actuelle. Trois formes de plasticité, que sont la plasticité loco-régionale, c'est-à-dire que les régions qui sont contiguës en gliome vont participer à la compensation fonctionnelle. Une plasticité intra-hémisphérique, c'est-à-dire des régions à l'intérieur du même hémisphère vont aider à la compensation fonctionnelle. Et enfin, la plasticité interhémisphérique, c'est-à-dire d'autres régions dans l'hémisphère controlésionnel, c'est-à-dire de l'autre côté, vont participer à la compensation fonctionnelle. Mais cette mécanistique, les aspects mécanistiques de cette plasticité restent inconnus à l'heure actuelle et on n'a aucune corrélation entre ces modulations des réseaux neuronaux et en fait le comportement, c'est-à-dire est-ce que c'est lié au comportement. De la même façon, on n'a pas beaucoup d'études qui modélisent la récupération post-opératoire des patients. Et souvent, on se dit que ce sont la poursuite des phénomènes de plasticité mis en œuvre avant l'opération, qui vont se poursuivre après l'opération, et aider à la compensation très rapidement après la chirurgie. Et pourtant, ce type de modèle nous serait vraiment très utile pour prédire les conséquences fonctionnelles d'une chirurgie planifiée au niveau individuel, c'est-à-dire anticiper en amont où pourrait s'arrêter la chirurgie en fonction de des limites fonctionnelles individuelles qu'on pourrait identifier a priori, mais pour l'instant, ça, c'est encore un rêve. Alors, on a quand même contribué ces dernières années à la compréhension des mécanismes de plasticité, notamment avec Fabien Almera qui est ici présent, et on a pu démontrer qu'il y avait une forme de plasticité qui s'appelait la plasticité homotopique, c'est-à-dire qui allait concerner les mêmes régions, mais controlésionnelles. Je m'explique. Dans cette étude, on a pu démontrer que les patients souffrant d'un gliome logé dans l'insula, la région est située ici, montraient une augmentation controlésionnelle, donc dans la même région, mais de l'autre côté du cerveau, de la densité de matière grise. Donc une plasticité qui est de structure, une plasticité structurelle. On a pu démontrer la même chose, mais d'un point de vue fonctionnel cette fois-ci, en montrant qu'il y avait un redéploiement au sein via l'insula controlésionnelle de la collectivité fonctionnelle, en tout cas, on va dire des fonctionnalités cérébrales. Donc, autrement dit, la plasticité structurelle et fonctionnelle forment les deux facettes d'une même pièce et pourraient jouer un rôle très important dans la compensation des fonctions cognitives. Alors, d'autres mécanismes qu'on a mis en évidence récemment, comme la plasticité interréseau. Le professeur Dufault en a parlé un petit peu tout à l'heure. Plasticité interréseau, c'est quoi? C'est des réseaux fonctionnels qui vont augmenter leur niveau d'intégration, c'est-à-dire leur niveau de coordination
pour compenser la fonction. C'est ce que Sam Ng, ce qu'on a montré dans une étude avec Sam et Ng, des patients qui avaient une lésion localisée au niveau du précuneus, une région qui est la région la plus interconnectée du système nerveux central, et que effectivement, il y avait certains réseaux qui montraient qu'ils communiquaient plus et que cette augmentation de la communication prédisait les scores post-opératoires, donc était quelque part protecteur pour la récupération fonctionnelle post-opératoire. D'autres études récentes aussi ont montré qu'effectivement, la plasticité est un processus extrêmement dynamique et se poursuivait dans le temps. Et ça, on pouvait l'observer, par exemple, chez des patients qui étaient opérés plusieurs fois et qui bénéficiaient d'une cartographie intraopératoire à plusieurs reprises. Donc, en comparant ces cartographies intraopératoires, on peut voir comment les régions fonctionnelles évoluent, comment la fonction évolue sur le cortex entre deux chirurgies. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que il y avait plusieurs phénomènes qui se produisaient, des déplacements, comme vous pouvez le voir ici, c'est-à-dire que pour des réponses des régions qui étaient impliquées dans le langage, on va avoir un déplacement qui est antéro-postérieur, c'est-à-dire que les sites langagiers vont se déplacer postérieurement dans le lobe frontal. Même chose pour tout ce qui est lié à l'articulation des langages, mais cette fois sur un déplacement suivant une trajectoire qui est ventro-postérieure, et aussi des fois pour certaines fonctions, comme les fonctions de contrôle moteur, des nouveaux cibles qui apparaissent dans le cerveau. Donc, vous voyez, il y a vraiment une dynamique extrêmement forte qu'on peut démontrer d'une chirurgie à l'autre. Alors, cette plasticité est très efficiente dans le contexte des gliomes, mais reste néanmoins limitée. La principale limitation à cette plasticité est la substance blanche, comme vous pouvez voir sur cet atlas de plasticité cérébrale, qui a été réalisé sur la base de 231 patients, les IRM de 231 patients et les données d'électrostimulation. Ce que vous voyez ici, c'est la probabilité d'observer une réponse fonctionnelle sous électrostimulation dans le cerveau. D'accord? Donc les régions en rouge, c'est les régions qui vont toujours montrer une réponse fonctionnelle quand on les stimule, quand elles sont infiltrées. Donc c'est des régions qui sont non plastiques puisqu'elles sont infiltrées, elles continuent à répondre à la stimulation. Les régions en noir sont des régions qui sont plastiques puisqu'elles sont infiltrées, on les stimule, il n'y a jamais aucune réponse. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a une limite de la plasticité, d'une part dans les cortex qu'on appelle unimodaux, c'est-à-dire les cortex qui sont basiques, comme la motricité ou le cortex sensoriel, et également au niveau de la connectivité profonde de substances blanches. On peut voir ici très clairement, ici et ici, et dans certains hubs corticaux, comme ici la partie postérieure du gyrus temporal moyen à supérieur. Donc, donc voilà, donc faible plasticité de la substance blanche, et cette faible plasticité de la substance blanche, on peut ici l'observer dans cette étude qui a été réalisée chez des patients opérés pour un gliome de bas grade. On avait récupéré les cavités de résection, estimé les disconnexions structurales à partir de ces cavités de résection, donc quelles sont les fibres qui sont déconnectées chez les patients, et corrélé ensuite ces patrons de disconnexion à des scores qui mesurent les fonctions exécutives, et on s'est aperçu qu'il y avait des corrélations extrêmement fortes entre les réseaux fronto-pariétaux que vous voyez sur l'illustration du bas. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des faisceaux qui relient le cortex pariétal au cortex préfrontal, et aussi des connexions, on va dire, purement préfrontales. Donc, autrement dit, si on va trop loin dans la connectivité, à ce moment-là, on déclenche des déficits neuropsychologiques, et évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour les patients. Alors, très rapidement, parce que je pensais que la présentation était un peu plus grande, je voulais juste aborder la question du fait que, vu qu'on évalue les patients avant l'opération, quelques jours après l'opération et quelques mois après l'opération, il devient alors possible d'évaluer les conséquences de la chirurgie et d'associer les conséquences de la chirurgie aux données anatomiques pour faire des corrélations anatomo-fonctionnelles qui sont très, très utiles au niveau fondamental pour comprendre le rôle des structures et notamment des faisceaux de substances blanches dans la cognition. Et c'est ce qu'on a fait dans plein de domaines cognitifs, et quelque part avec deux techniques de cartographie qui permettent quand on les mutualise, permettent de limiter les limites propres à chacune, c'est-à-dire une cartographie par stimulation qui est directe, mais qui utilise des tâches simples pendant la chirurgie puisqu'on est dans une situation clinique, et une cartographie neuropsychologique qu'on appelle lésion-symptôme, qui a moins de contraintes puisqu'on peut évaluer de façon plus complexe les patients. Et en couplant ces données, issues de ces deux méthodes de cartographie, on a pu en fait
on a pu générer un certain nombre de résultats sur la connectivité des systèmes, comme le système sémantique. Dufault en a parlé rapidement tout à l'heure, donc je passe parce que je suis en retard, et moi aussi sur d'autres types de fonctions, comme les fonctions de cognition visuospatiale, comme ceci. Par exemple, on avait démontré avec Monsieur Dufault avait démontré avec Michel Thiebaud-Social que la connectivité fronto-pariétale était très impliquée dans la perception de l'espace, si bien que quand on l'a lésée de façon transitoire, ça crée une forme de négligence, qu'on appelle la négligence perceptive, c'est-à-dire que le patient perd conscience de ce qui se passe à gauche. Ce n'est pas un problème visuel, c'est un problème de conscience. Ça c'était par l'électrosimulation directe. On a pu montrer récemment avec des techniques de cartographie lésionnelle orientée vers la substance blanche, que d'autres régions étaient impliquées dans la négligence, mais avec des formes différentes de négligence, comme la négligence visio-exploratoire, c'est-à-dire que le patient n'est plus capable intentionnellement d'aller explorer ce qui se passe à gauche, d'accord? Et que les réseaux impliqués sur la phase mésiale du cerveau et les connexions sur la phase mésiale du cerveau, notamment le faisceau singulaire et la branche 1 du faisceau longitudinal supérieur étaient très impliqués dans l'émergence de déficits, au moins transitoirement. Et enfin, pour finir, M. Dufault a montré cette slide tout à l'heure, toutes ces données de cartographie lésionnelle et de cartographie par électrosimulation directe, on en a fait une synthèse pour essayer de mieux comprendre l'anatomie fonctionnelle du cerveau humain. Et bon, ça ressemble à des cartes de métro londoniennes, mais ce n'est pas exactement le cas. Mais en tout cas, ça souligne qu'on commence à avoir quand même une connaissance assez intéressante et marquée grâce à la clinique du gliome des principales connexions humaines. Je donne juste un exemple et je m'arrête là après. Par exemple, on sait maintenant que les systèmes mésiaux qui relient le cortex préfrontal mésial au précuneus à l'arrière, via le faisceau singulaire, qui est une connexion de substance blanche qui relie ces deux régions, est très impliqué dans l'empathie cognitive dans l'hémisphère gauche, c'est-à-dire dans la capacité à se mettre à la place des autres pour comprendre ses émotions, et dans la théorie de l'esprit dans l'hémisphère droit, c'est-à-dire la capacité de comprendre les intentions des autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Herbé, d'essayer de nous avoir finalement simplifié un problème aussi complexe et qui renforce l'idée donc, de tout ce qu'avait dit de Monsieur Dufault sur ce connectome. Je voudrais revenir une seconde, moi, parce que je suis pas tout à fait sûr de bien comprendre, puisque quand on opère, on va à droite. C'est la relation cerveau droit et cerveau gauche. Peut-être qu'on pourrait revenir une seconde là-dessus, Oui. parce que c'est pas évident. Et là, je m'adresse peut-être aux neurochirurgiens. En fait, bon, dans certaines régions, on peut stimuler bon, mais par exemple, une fonction pariétale à droite, on stimule pas à gauche. Comment on peut voir, comment vous gérez un peu ça éventuellement ou en paire opératoire ou dans une compensation? Est-ce que le côté bon, nous, on a appris, si vous voulez, qu'il y a bon, les jambes sont latéralisées, en principe. Le droitier est latéralisé d'un côté. Est-ce qu'il y a une conséquence et est-ce qu'on peut imaginer, et vous l'avez montré sur une diapositive, qu'il y avait un passage de plasticité, de réseau droite-gauche sûrement, mais est-ce que ça, vous avez des moyens de le faire en paire opératoire ou comment on peut gérer ça? C'est une première question. On va répondre ensemble. Oui, on est latéralisé, mais pour certaines fonctions, et ça dépend de chaque individu. Je dis bien individu. Et a fortiori, encore plus en fonction de chaque patient, puisque la tumeur a pu modifier cette latéralisation. Typiquement, pour le langage, chez un droitier, on est censé être un petit peu plus latéralisé à gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des structures cruciales pour le langage à droite. Pour la cognition visuospatiale, Merben en a parlé, on est un peu plus latéralisé à droite. Mais il peut y avoir des situations où le cerveau est réversé. Et certaines fonctions, c'est finalement celles-ci peut-être qui sont les plus intéressantes, parce que là, ça répond à votre question, elles vont trouver une balance entre les deux hémisphères, sont bilatéralisées. Par exemple, les fonctions sémantiques. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai mis un exemple qui était purement symbolique, ou que quand vous m'avez parlé de la mémoire pour l'hippocampe, j'ai dit c'est pas vraiment un problème parce que c'est des deux côtés. Et c'est là où on finit par se dire on a compris, le langage à gauche, visuospatial à droite, ça bouge plus, c'est comme ça. Alors qu'en fait, il y a tout le reste
Alors, c'est tout le reste qui nous permet de commencer à inférer la compensation, notamment en fonction du bilan neuropsychologique préopératoire qui montre ou pas qu'il y a déjà des fragilités. C'est là où je donne la parole, parce que c'est comme ça qu'on fait dans la vie de tous les jours. J'interromps sur le plan, alors on revient à un truc basique. Pardon, on revient à un truc basique sur le plan anatomique. Euh, j'aime dire de façon un peu simpliste, mais de façon assez basique, combien y a-t-il de neurones qui font aller du côté droit et du côté gauche? Et si on fait une craniotomie médiane, qu'est-ce qui se passe? On perd, je suppose que c'est quand même intéressant est-ce qu'on connaît maintenant, sur le plan anatomique pur, le nombre de neurones qui passent de droite et de gauche et qui se régénèrent pas? Je vais vous choquer si je vous dis qu'on se moque du nombre de neurones. L'important, c'est l'efficacité des synapses. Et c'est pour ça aussi qu'en vieillissant, on peut continuer à être plastique, parce que je vous assure qu'on a vraiment moins de neurones, mais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément un problème. Vous voulez rajouter quelque Je chose? voudrais juste illustrer, oui, peut-être illustrer avec un cas concret cette histoire de dominance hémisphérique des fonctions, de latéralisation des fonctions et aussi les effets de compensation fonctionnelle liés à la présence de lésions dans l'hémisphère contrôlésionnel. Je vous prends juste l'exemple d'un patient qui avait une lésion au niveau de la jonction occipito-temporale droite, qui est une région qui est cruciale pour la reconnaissance des visages et qui est strictement latéralisée normalement à droite. Il se trouve que le fait que le patient ait une lésion dans cette région cérébrale a fait que le réseau a compensé dans l'hémisphère gauche, mais on ne pouvait pas vraiment le savoir. Et en opérant un deuxième gliome chez ce patient dans l'espace controlésionnel, même et c'était une lésion qui n'était pas en miroir, simplement un miroir au regard de la connectivité. À ce moment-là, le patient a décompensé et c'est à ce moment-là qu'il a présenté une prosopagnosie, c'est-à-dire un déficit de reconnaissance des visages très très marqué. Donc compensation, décompensation. Et une deuxième question assez pratique pour le très, très, très grand public. Quelle est la place? Donc, vous avez conservé un réseau, vous m'avez opéré ou une golfeuse ou un joueur de piano, peu importe, mais est-ce que la rééducation post-opératoire permet de récupérer encore beaucoup de neuroplasticité et de fonctions post-opératoires? Est-ce que c'est très important dans votre pratique? Vous, les patients post-opératoires vont faire énormément de rééducation ciblée, j'allais dire. C'est vraiment, on travaille sur la fonction qui les intéresse. Oui, après, je peux répondre. Je peux vous répondre que effectivement, la rééducation est extrêmement efficace après une chirurgie. Elle permet d'accélérer considérablement la reprise de l'emploi et la récupération complète des fonctions cognitives, à tel point qu'on sent quand un patient a été bien rééduqué ou moins bien rééduqué, ou quand il n'a pas eu assez de séances d'orthophonie. Donc, c'est très, très efficace. Et ça permet vraiment de simuler le potentiel neuroplastique, si bien que des fois, les patients sont meilleurs après la chirurgie qu'avant la chirurgie parce qu'ils ont été extrêmement bien rééduqués. Ça peut arriver. C'est une modulation pour le grand public parce que nous préservons le collectome, l'échelon individuel, mais encore faut-il le rappeler, pendant l'intervention chirurgicale, pour pas qu'on s'imagine que si on a une lésion cérébrale, on rééduque et alors on va récupérer. C'est tout le principe. Voilà, mais J'allais dire de façon presque grand public, quand vous avez un traumatisme d'une jambe, si on vous enlève le quadriceps, vous ne pouvez pas récupérer. Par contre, si on le répare, etc., et qu'on le garde, on peut après remuscler le quadriceps. C'est une métaphore tout à fait différente de celle du cerveau. Je crois que c'est important. Il y a une question, oui, on vous écoute. On a deux questions. La première, c'est quels sont les critères de choix pour un bon rééducateur? C'est pas nous qui jugeons du fait qu'il y a un bon rééducateur ou pas. Mais quand on a par exemple 5 séances d'orthophonie versus une, c'est bien plus efficace. Et quand on a une rééducation qui est basée sur les fonctions qui sont déficitaires, c'est plus efficace qu'une rééducation généraliste. Voilà, ça répond à la question. Et la deuxième question, qui n'est pas forcément une question, mais on a une demande de bibliographie pour pouvoir compléter les empreintes bibliographiques. Voilà. Donc, si à la fin de la séance, vous pourrez m'envoyer votre bibliographie, on pourra la diffuser. D'accord, très bien, très bien. Très bien. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des livres grand public sur ce sujet qui pourraient intéresser ou il n'y a pas de... Alors, Monsieur Dufault a écrit un livre en public. Des livres de vulgarisation peuvent lire des gens non neurochirurgiens? tout à fait un livre grand public qui remonte à une dizaine d'années, qui est publié chez Lafon, qui s'appelle L'erreur de Broca et qui est finalement tout un symbole. Alors, vous dites qui est Broca, que moi je le sais, mais
le symbole du localisationnisme. Il s'agissait d'un chirurgien qui était à Bicêtre et qui a eu la chance, parce qu'il fallait bien commencer par quelque part, de rencontrer deux patients qui avaient une lésion cérébrale et qui étaient localisés dans une région qui depuis porte son nom, l'aire de Broca. Il est à peu près ici, du côté gauche du dominant chez un droitier et en région frontale vers l'arrière. Et cette région a été à l'origine, lors des lésions, du fait que les deux patients étaient privés de langage aphasique, notamment d'un point de vue moteur. Ils n'arrivaient pas à produire le langage. Et le problème, c'est que, même si évidemment on ne pourra jamais remettre en question le fait que ces deux patients étaient aphasiques suite à une lésion cérébrale, on en a inféré pendant 150 ans que c'était la région qui, alors qu'en fait, c'était la connectivité dessous et toutes les fibres qui menaient non seulement à cette région, mais autour et à distance, voire de l'autre côté, puisqu'il y a eu des études en IRM qui ont été faites sur au moins un des deux cerveaux dits de Le Borgne, ont démontré que c'était un problème de disconnectivité, comme rappelé tout à l'heure par le docteur Herbé. Et le problème, c'est qu'on continue à enseigner montrant le peu de plasticité de la neurologie, des neurosciences et de la neurochirurgie ces 150 dernières années que c'est la région de Broca. Expliquons pourquoi j'ai commencé mon topo tout à l'heure en disant la patiente que nous avons opérée hier a été récusée ailleurs, puisqu'a priori, si on enlève cette région, elle va être aphasique, puisque Broca l'avait dit il y a 150 ans. Est-ce qu'on peut dire finalement que le cerveau est plus plastique que les professeurs de médecine? Merci. Bien. Alors tout ça peut marcher grâce à, puisqu'on a vu que c'était éveillé, donc c'est agréable de faire parler un anesthésiste qui va non pas parler de comment on endort, mais comment on réveille, si je peux me permettre, ou comment on maintient éveillé. C'est très très important. Vous avez dans le rôle dans l'équipe un rôle fondamental. Et donc on a Monsieur Dufault a tenu, et je crois que c'est tout à fait logique, de montrer un peu le point de vue de l'anesthésiste, puisque pendant l'intervention, il faut quand même que le patient n'ait pas mal. Donc on vous a montré des cerveaux ouverts, et vous allez voir que grâce au génie des anesthésistes, le patient n'a pas mal et peut participer à son intervention. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, nous, on ne fait pas grand-chose, hein, donc je vous expliquerai effectivement le point de vue de l'anesthésiste, et puis on discutera de comment la participation à ce type de chirurgie peut nous amener à des questionnements sur la plasticité neuronale et la dynamique cérébrale à des échelles plus microscopiques que ce que Guillaume Herbé peut étudier, par exemple, dans son laboratoire. Donc, les objectifs pratiques en tant qu'anesthésiologiste pour la neurochirurgie éveillée, c'est la qualité de participation péropératoire du patient, puisqu'on a vu que c'était ce qui conditionnait, d'une part, la qualité et la quantité de la résection, mais aussi la qualité de la récupération post-opératoire. Alors, il existe plusieurs manières d'amener un patient à être réveillé pendant une résection cérébrale. À Montpellier, on utilise une technique nommée d'après les termes anglophones Asleep, Awake, Asleep, où on commence par une anesthésie générale pour que la partie d'abord chirurgicale et d'exposition du site opératoire se fasse sans conscience, puis une période éveillée, puis on réendort le patient après la cartographie fonctionnelle. C'est intéressant pour le patient, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas de mémorisation des événements qui sont plutôt stressants d'ouverture de la boîte crânienne et puis de fermeture de la boîte crânienne. C'est intéressant pour le neurochirurgien qui peut se concentrer sur son geste chirurgical avant et après la cartographie fonctionnelle. Mais c'est un petit peu un défi pour nous, puisqu'il faut que les délais de réveil et de réendormissement et la qualité du réveil et l'absence de complications lors du réendormissement se fassent de manière optimale. Alors pour ce faire, on a discuté rapidement, vous l'avez vu sur les photos, de l'installation des patients qui se fait sur le côté. Et puis du côté du champ opératoire, d'un côté, il y a le neurochirurgien, et puis de l'autre côté, il y a nous autres anesthésiologistes. Alors, le patient est préparé psychologiquement à cette intervention. On le voit à 2 reprises en préopératoire, lors d'une consultation pré-anesthésie et lors d'une visite pré-anesthésie, on essaye de voir les patients que l'on endormira le jour de la chirurgie. Comme ça, il y a déjà un lien qui se fait et les patients sont en confiance. Puis après, il y a quelques petits défis. Le défi de la ventilation artificielle dans cette position, j'en parlerai pas parce que c'est des aspects purement techniques, c'est pas très intéressant. Mais il y a la gestion de l'anesthésie générale avec comme objectif un endormissement rapide et puis un réveil rapide. Alors, pour ce faire, il faut que nos médicaments d'anesthésie aient une durée d'action courte
et une cinétique prévisible. Et on en parlait en introduction avant le début de la vidéo. Il existe un médicament qui s'appelle le propofol, qui est apparu dans les années 80 et qui a été bien caractérisé à partir des années 80-90, pour lequel on a des modèles pharmacocinétiques qui permettent de prédire la concentration dans le cerveau ou dans le sang des patients en fonction du temps après une administration standardisée. Et ces modèles pharmacocinétiques sont assez bons puisque la concentration prédite ici correspond dans l'immense majorité des cas à la concentration mesurée, ce qui permet d'être assez confiant dans l'administration de nos médicaments. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche pas trop mal. Ici, vous avez une étude publiée il y a un peu plus de 10 ans dans le service qui montre le temps avant le réveil et le temps avant la coopération formelle du patient avec le neuropsychologue ou l'orthophoniste lors de la cartographie fonctionnelle. Et on voit que ces délais sont relativement courts, ça c'est mes 35 derniers patients, avec une médiane pas juste de réveil, mais de coopération et de comportement adapté qui est à 8 minutes. Et on voit que les 3 quarts des patients sont aptes à participer à la cartographie fonctionnelle en moins d'un quart d'heure. On voit aussi qu'il y a quand même pas mal de patients, un quart, pour qui les délais sont extrêmement allongés sans qu'on ait une bonne compréhension de la raison de ce ralentissement. Alors, ça pourrait être que nos modèles ne sont pas très bons. Et donc, il y a des gens qui ont mesuré ça, qui ont mesuré le temps de retour à la conscience en fonction de la concentration cible donnée par le modèle pharmacocinétique. Et puis, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à l'endormissement, il y a 50% des patients qui s'endorment à une certaine concentration, mais par contre, quand on coupe le médicament, 50% des patients se réveillent à une concentration inférieure. C'est un phénomène qui est appelé hystérésis. Alors, la possibilité, c'est que le modèle ne serait pas bon, et donc, pour vérifier ça, on peut mesurer la concentration en propofol et on retrouve ce même phénomène. Ce qui veut dire qu'il y a des effets rémanents de l'anesthésie générale alors qu'il n'y a plus de médicaments qui circulent dans le cerveau des patients. Alors ce phénomène, il peut être expliqué par un modèle computationnel dynamique du fonctionnement cérébral. Ici, un exemple de réseau de neurones très simplifié dans une étude de 86. Et ce réseau de neurones, il peut être lui-même modélisé comme un circuit électrique avec différents composants. Ce circuit électrique, on peut faire passer une information à l'intérieur et puis on peut regarder les niveaux d'énergie dans ce circuit. Alors ces niveaux d'énergie, ils sont inhomogènes. On peut voir ici en pointillé des niveaux de basse énergie, donc très probables, et puis des sommets peu probables. Et si on regarde ce qui se passe quand on lâche une information dans ce réseau, on peut regarder comment elle se déplace et on voit qu'elle se déplace vers les zones de faible énergie, que j'appellerai probablement par abus de langage puis de potentiel dans le suite de la présentation. Alors, si on représente ça au cours du temps, ce qu'on peut voir ici, c'est une carte 3D des niveaux d'énergie qu'on peut voir comme des niveaux de probabilité d'état transitoire du cerveau et comment ils évoluent en fonction du temps dans cette direction. Et donc, on voit que si on lâche une bille ici, elle va avoir tendance à rouler au fond de ce puits de potentiel. Et puis, si on lui fournit un petit peu d'énergie ou si elle a elle-même un peu d'énergie intrinsèque, elle peut en ressortir. Donc ça, c'est une manière de voir le fonctionnement cérébral. Et puis, on peut imaginer que l'anesthésie générale génère des puits de potentiel comme ça, et donc coince les états cérébraux dans des états d'anesthésie, alors même qu'il n'y a plus de médicaments d'anesthésie générale. Alors, comment expliquer la création de puits de potentiel? On peut imaginer des phénomènes dynamiques, mais on a beaucoup parlé de plasticité neuronale. Et donc, on va essayer d'explorer l'hypothèse d'une plasticité neuronale induite par l'anesthésie générale. Ça, c'est un schéma extrêmement simpliste d'une synapse avec un élément présynaptique, c'est un neurone qui va relarguer quelque chose qui s'appelle des neurotransmetteurs. Et puis ça, c'est un élément postsynaptique avec tout un tas de machinerie intracellulaire. Et dans certaines conditions d'activité présynaptique et d'activité neuronale postsynaptique, il peut émerger de la plasticité neuronale via des modifications de la synapse, soit directes, soit passant par des voies de signalisation intracellulaire qui vont entraîner des modifications d'expression de gènes. Alors, est-ce qu'il est possible d'étudier ces modifications d'expression de gènes sous anesthésie générale? On peut le faire chez l'animal dans des modèles expérimentaux, et on peut voir ici une mesure du nombre de cellules pour lesquelles un de ces gènes est exprimé, soit en condition où on n'a rien fait, soit en condition d'anesthésie générale. Et on peut voir que le nombre de cellules qui expriment ce gène impliqué dans la plasticité est très augmenté pendant l'anesthésie générale.
Alors ça, c'est un phénomène qui est assez peu décrit, mais qui peut être assez lourd en conséquences. Et la question qui vient avec cette modification d'expression génique, c'est est-ce que cette modification d'expression génique est secondaire ou associée à une modification d'activité neuronale pendant l'anesthésie générale? Alors, on peut aussi mesurer cette activité dans la même structure, qui s'appelle le noyau paraventriculaire du thalamus. C'est sans intérêt pour cette discussion, mais c'est intéressant pour ce type d'activité électrophysiologique très particulière qui s'appelle des LTS et qui peut s'auto-entraîner. C'est-à-dire qu'un neurone qui présente ce type de LTS peut avoir une activité rythmique auto-entretenue. Et donc ça, si ça existe sous anesthésie générale, ça peut expliquer des modifications de la dynamique du réseau et donc coincer les états cérébraux dans un état particulier d'anesthésie ou en tout cas d'absence d'éveil. Alors, on a mesuré ça, effectivement, on voit que en bleu, sous anesthésie générale, on a 2 fois plus de neurones qui présentent ce type d'activité électrophysiologique que les animaux qui ne sont pas endormis. Ainsi, sous anesthésie générale, on a 2 phénomènes qui peuvent coexister, voire s'induire l'un l'autre. C'est un auto-entraînement de l'activité électrique qui pourrait coincer le réseau dans un état de basse énergie probable en modifiant cette dynamique. Et on peut aussi imaginer, en tout cas on a des indices qui laissent penser que l'anesthésie générale va modifier la force de transmission synaptique, ce qu'on appelle la plasticité, via l'expression de gènes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? En pratique clinique, ça marche quand même pas mal. Par contre, on pourrait imaginer effectuer des mesures électrophysiologiques péropératoires dans différents types de chirurgie où les patients sont réveillés, la chirurgie du gliome de Bagrade, mais d'autres types de chirurgie, certaines chirurgies de l'épilepsie, de la stimulation cérébrale profonde, et effectuer différents types d'enregistrements, corticaux, sous-corticaux, de potentiels de champs locaux ou d'activité neuronale unitaire, pour étudier l'activité spontanée des différentes régions, mais aussi l'activité évoquée lors d'une stimulation standardisée, ce qui permettrait d'explorer les rôles computationnels locaux des unités anatomiques, on va dire, sous anesthésie et sans anesthésie, et comparer ainsi l'effet électrophysiologique de l'anesthésie générale chez les patients. Ce type de compréhension du fonctionnement cérébral sous anesthésie pourrait amener à des modifications pharmacologiques. Pour l'instant, on utilise, à Montpellier en tout cas, uniquement le propofol. Il se trouve que les résultats cliniques sont convaincants, mais il n'est pas exclu que d'autres types d'agents pharmacologiques puissent avoir des effets plus intéressants, soit en adjonction, soit en remplacement du propofol. Et on peut imaginer travailler au développement de nouveaux agents pharmacologiques une fois que les cibles auront été identifiées. Enfin, d'autres types de modifications de pratique sont envisageables, notamment en neuroréanimation, puisqu'il s'agit de situations où des comas artificiels, des anesthésies générales prolongées sont souvent nécessaires pour préserver les fonctions cérébrales après une lésion aiguë. Mais la surveillance de la profondeur de l'état d'anesthésie et les conséquences de cette anesthésie profonde prolongée ne sont pas bien compris. Pardon. Bon, j'ai été un peu plus rapide que prévu, c'est pas grave. Je vous remercie et je remercie aussi les quelques personnes particulières qui sont citées ici, le département de neurochirurgie, les équipes d'orthophonie et de neuropsychologie, et les équipes paramédicales du bloc opératoire, le département d'anesthésie et réanimation. Et je tiens à préciser que je remercie particulièrement Éric Bougnol, qui a été mon maître dans la neuroanesthésie pour la chirurgie éveillée, et puis l'équipe avec laquelle je travaille au laboratoire. Merci beaucoup. J'ai juste une question peut-être trop médicale, mais vous utilisez le propofol et dans les travaux expérimentaux que vous avez faits, vous avez montré du sévoflurane. Et donc ma question, c'est vous n'utilisez jamais les gaz? Pour la neurochirurgie, je n'utilise jamais les gaz. Alors, les cibles pharmacologiques sont mal comprises et pour l'un et pour l'autre. Le sévoflurane a tendance à entraîner une disruption, excusez-moi, un découplage neurogliovasculaire.
et donc entraîner une augmentation du débit sanguin cérébral local, ce qui est quelque chose qui est absolument affreux pour les neurochirurgiens, puisque ça augmente le saignement parenchymateux. Alors, la raison pour laquelle on a commencé avec le sévoflurane au laboratoire, c'est parce que initialement, je m'intéressais aux effets de l'anesthésie générale chez le nouveau-né. Et donc, dans un modèle expérimental, j'ai utilisé l'anesthésiant qui est le plus utilisé chez les petits, c'est-à-dire le sévoflurane. On a continué avec, dans le même temps expérimental chez l'adulte et on a fait cette cartographie de gènes impliqués dans la plasticité. Évidemment, il serait plus intéressant d'avoir les données avec du propofol, mais je ne les ai pas encore. Et alors, et on peut peut-être poser une question qui va rejoindre vous trois, c'est comment ça se passe en pratique? Parce que moi, bon, bouger la main, ça va, dire merci, dire au revoir, tirer la langue, ça c'est compréhensible. Mais vous avez parlé tout à l'heure éventuellement je sais pas, est-ce qu'on déclenche des pleurs, est-ce qu'on cherche des émotions, comment? Et donc, qu'est-ce que fait l'anesthésiste? Et c'est peut-être pour le commun des mortels qui nous écoutent, résumer un peu l'ambiance. Voilà. Monsieur Dufault est d'un côté du champ opératoire, vous êtes de l'autre côté, et vous venez de temps en temps, je pense, en salle d'opération également. Et puis notamment, il y a surtout des psychologues ou des, je sais pas qui fait les tests. Allez-y, racontez-nous un peu, c'est important, je pense. Je fais des tests quand la lésion est située dans l'hémisphère droit, de façon générale. Et après, l'ambiance, c'est que, bon, une fois que Vivien a réveillé son patient, ce qu'il fait assez rapidement, ce qui est assez intéressant, puisque souvent ils sont bien réveillés, on peut bien travailler, ben, j'interviens, c'est-à-dire que je suis positionné avec le patient, avec un ordinateur, mis dans la bonne position, et on réalise un ensemble des tests. D'abord pour la cartographie, c'est-à-dire pour la cartographie un ensemble de fonctions de façon successive. Une fois qu'on a fait cette cartographie, ben, on va passer dans la phase de résection, là où on continuera à faire du monitoring et plus de la cartographie, notamment au niveau de la structure de ventre à la fin de la chirurgie, pour identifier les limites profondes au niveau de la connectivité. Après, l'ambiance, des fois, oui, vous l'avez abordé, des fois on peut provoquer des pleurs sous électrostimulation ou des rires qui ne sont pas forcément critiqués par les patients en fonction de la localisation des stimulations. Voilà, on peut déclencher des phénomènes bien plus complexes, de troubles du schéma corporel, de tout ça. Je vous pose dans votre transport, vous n'avez pas, par exemple, une gamme d'odeurs à faire sentir aux patients. On pourrait imaginer des tas de choses dans la neurologie fonctionnelle, je trouve. Je vous pousse dans vos retranchements, là. Mais voilà, avec le Covid, maintenant, on pourrait peut-être leur faire sentir des choses différentes et puis qu'il y ait des anosmies qui apparaissent avec un circuit fonctionnel spécial de l'odeur. Je dis un peu tout et n'importe quoi, mais j'imagine que pourquoi pas, à la limite. Juste sur ce point, effectivement, on a tout vu, mais comme le cerveau est bilatéral, puisque j'ai intéressé aux sportifs, aux musiciens, mais également aux œnologues, il se trouve que, manque de chance, il y a une bourguignonne un jour qui a eu une anosmie post-opératoire une seule fois sur 1000 patients, et on n'a jamais compris pourquoi, parce que normalement, on est censé avoir voilà, deux, donc avec les représentations, c'est pour ça que les autres patients compensent, mais il faut croire qu'elle avait eu un traumatisme antérieur. Donc, oui, tout est possible, y compris tout ce que va nous détailler maintenant Guillaume Herbet, mais sur le fait, surtout, qu'on demande à l'être humain d'être le plus écologique possible, à savoir de faire plusieurs choses en même temps. Typiquement, c'est pour ça que j'ai regretté de ne pas avoir le sang tout à l'heure. On peut très bien demander à un patient qui, à la fois, est en train de parler dans une langue, fait un mouvement et à la limite s'auto-évalue, je viens de dire une bêtise parce que c'était un chat alors que j'ai bien vu que c'était un chien, de switcher dans la langue maternelle juste après. Et du coup, ça augmente la charge cognitive ou pas. Et de temps en temps, on peut être amené, et c'est ça tout l'intérêt pour le chirurgien, en fonction de la qualité du réveil du patient qui doit être forcément excellent, même à la longue quand on arrive au fond, puisque ça rejoint maintenant dans la vraie vie les questions que vous avez posées tout à l'heure, on ne veut pas couper les autoroutes en profondeur. Et en fait, la surface est très plastique et très simple à opérer, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, alors que c'est en profondeur qu'on a les risques. Et c'est là où les patients peuvent être fatigués en fonction de la qualité de l'anesthésie qui n'a pas marqué au tout début, mais qui peut marquer au bout de 3/4 d'heure, par exemple, et en fonction justement de la charge cognitive qui peut être modulée du fait de notre interaction au fur et à mesure de la réactivité du patient et qui est jaugée par Guillaume Herbet.
Pour les aspects d'implémentation pratique, là, j'ai marqué anesthésiologiste, mais après, quand le patient est bien réveillé, moi, je disparais, je laisse ma place soit à Guillaume Hervé, soit à Sylvie. Alors, vous disparaissez, et donc une question grand public, évidemment. Ça fait, finalement, la stimulation cérébrale ne fait pas mal. Non. Il n'y a aucun, eh bien, tout le monde, bon, ça c'est important de le dire pour le grand public. Donc, ce qui fait mal, c'est éventuellement la peau, finalement, c'est la peau qui fait le plus mal. Et voilà. Et donc, une fois qu'on est sur le cerveau, il faut rassurer le public. Les patients n'ont pas mal. Et vous avez fait, je suppose, des indices de satisfaction dans l'ensemble. Les gens n'ont pas de problème particulier. J'ai eu très mal, c'était épouvantable, j'ai eu Non. peur. C'est plus une question d'angoisse éventuellement. Pendant l'intervention, il est rarissime que les patients aient mal. Quand ça arrive, on a des médicaments qui altèrent moyennement les états de vigilance et de conscience et qui ont des bonnes propriétés analgésiques et je dirais que ça marche tout le temps. Vous ne repoussez pas de drogue en opératoire une fois que c'est dans la période éveillée, vous ne poussez rien, normalement, c'est Euh, terminé. Une fois sur 20 de la clonidine. D'accord. Oui, juste pour le grand public, effectivement, le cerveau, il n'était pas prévu qu'il soit en contact avec l'extérieur puisqu'il est protégé par une boîte crânienne. Donc, c'est bien pour ça que, contrairement à la pulpe des doigts, ça fait pas mal. Et deuxièmement, très en pratique, j'avais dit qu'on avait opéré plus de 1000 patients, c'est de l'âge de 13 ans à 82 ans. Donc, ça montre bien que même si évidemment le pic du gliome de Bas-Grade est entre 20 et 40 ans, ce sont des patients qui tolèrent remarquablement, et ça, je ne parle pas de chirurgie, mais justement l'anesthésie, même si parfois on a dû moduler un tout petit peu. Je me souviens d'un patient avec Eric Bouliot, justement, qui à 80 ans, on était inquiet parce qu'on a dit peut-être qu'il ne va pas bien se réveiller et on a fait quelque chose d'autre dont vous pouvez peut-être parler quand on est un peu à la limite de la méthode Propofol. Oui, là, on est sur des prises en charge qui sont moins standardisées, où la première phase et la dernière phase, mais surtout la première phase qui est censée se passer sous anesthésie générale, se fait sous hypnose et anesthésie locale. Il y a eu un patient, je pense, peut-être deux, mais je pense qu'il y a surtout deux. Et le premier, je pense que j'étais pas né. Non, mais c'est intéressant parce que, bon, voilà, on déborderait trop, mais je pense que moi, j'aimerais bien aussi avoir un peu l'avis du docteur Hébert sur finalement, qu'est-ce qui se passe dans les connectomes lorsqu'on fait de l'hypnose? Mais c'est peut-être pas le sujet du soir. Alors, peut-être parce qu'on va être un peu long si on débat. À vous ayez un mot à dire, parce que ça a été une question quand on a diffusé avec Mme Gaspard, qui est responsable de la fondation. Quand ils ont chirurgie éveillée, les gens se sont dit ça veut dire hypnose. Mais vous pouvez dire un mot, vous voulez pas? Non, c'est trop long. Je connais très peu les études sur le lien entre l'hypnose et le connectome et les conséquences de l'hypnose sur le connectome fonctionnel. Je connais très peu, donc je ne peux pas en parler. Et vous non plus, vous êtes pas un anesthésiste passionné d'hypnose. Je ne pratique pas l'hypnose pour la chirurgie interventionnelle. J'ai des collègues qui le font. On discute actuellement de faire de l'imagerie fonctionnelle sous hypnose et hors hypnose pour essayer de mieux comprendre justement ce type de questionnement. Mais pour l'instant, je n'ai pas de Bien, réponse à vous écoutez, apporter. merci beaucoup. Alors, on a vu qu'on opérait beaucoup les gliomes parce que c'était un modèle de plasticité cérébrale, j'allais dire naturelle, presque, voilà. Et on va parler maintenant d'autres tumeurs cérébrales et on va voir que là aussi, eh ben, d'une part, la chirurgie éveillée et d'autre part, d'autres technologies modernes sont utiles en neurochirurgie. Et on remercie M. Almera, qui est donc professeur de neurochirurgie à Nice, de donner son expérience. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci au professeur Dufaux pour l'invitation, à avoir pensé à moi pour développer ces aspects-là, parce qu'en effet, on peut opérer d'autres patients en conditions éveillées d'une autre tumeur que des gliomes de Bas-Grade, tout simplement parce que le point commun des lésions est le cerveau. Et comme la chirurgie éveillée est une chirurgie du cerveau, elle s'applique tout à fait à d'autres tumeurs. Seulement, on va voir qu'il y a d'autres contraintes et qu'il y a peut-être la nécessité de développer, grâce aux nouvelles technologies, de nouvelles approches permettant d'identifier ce fameux connectome. Alors, vous l'avez compris, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais la chirurgie tumorale des tumeurs cérébrales, c'est une balance onco-fonctionnelle. À gauche, le côté oncologique, plus on enlève de tumeurs et meilleure est la survie des patients. Et à droite, le côté fonctionnel, attention de ne pas en enlever trop, sinon on induit des syndromes de déconnexion et autres qui non seulement altèrent la qualité de vie des patients, mais aussi peut diminuer leur survie.
Et là, vous avez une étude très intéressante, clinique, chez des patients porteurs d'un glioblastome, qui est une tumeur cérébrale très agressive, dont l'espérance de vie est déjà très limitée. Et ce qu'il faut regarder, ce sont les courbes noires et bleues. Courbe noire, patient opéré sans déficit neurologique post-opératoire surajouté, versus la courbe bleue de survie avec un déficit neurologique surajouté. La courbe bleue est nettement inférieure à la courbe noire. Donc attention de ne pas provoquer de déficit neurologique supplémentaire. D'ailleurs, c'est dans les recommandations, les dernières recommandations européennes de la chirurgie des gliomes diffus de l'adulte, pas que des bas grades, aussi des hauts grades. Bien sûr, il est écrit que l'étendue de résection est un facteur pronostic majeur sur le plan oncologique, mais que l'approche chirurgicale se doit d'être la plus conservative possible sur la fonction neurologique, au même niveau. C'est-à-dire qu'on doit en enlever, mais de ne pas provoquer de déficit chez les patients. Alors, je l'explique beaucoup moins que le docteur Hervé. En gros, lorsqu'on opère un patient d'une tumeur cérébrale, les deux contraintes majeures que nous avons sont d'une part les aires corticales en surface et en profondeur, ce qui relie les aires corticales entre elles et ce qui relie le cerveau avec la moelle épinière. Ce sont ces fameux faisceaux de substances blanches. Et on voit sur cette animation que la tumeur est entourée de faisceaux, elle est intriquée dans ces faisceaux, et donc toute la difficulté va être de trouver le bon chemin d'accès à la lésion et d'enlever la lésion sans endommager ces faisceaux, en plus bien sûr d'avoir épargné les aires corticales au début de l'intervention, dans le but de maintenir ou voire même d'améliorer la qualité de vie des patients. Le problème, c'est ça. Lorsqu'on est au bloc opératoire et que l'on a ouvert les différentes couches qui nous séparent du cerveau, la méninge est ici, par exemple. Nous avons le cortex qui est en face de nous avec une autre méninge, l'arachnoïde, peu importe, et ça forme une forme de gelée. Et il n'est pas écrit, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de tag, rien ne nous indique si telle zone du cortex est fonctionnelle et pour quelle fonction, dans quelle fonction elle est impliquée, etc. Donc déjà, ce n'est pas évident de savoir par où passer quand on a devant nous un cortex. Et ensuite, une fois que la tumeur a été enlevée, alors il y avait une tumeur ici, on a de la substance blanche, probablement ces faisceaux d'association ou des faisceaux de projection, peu importe, des faisceaux, au fond, sur les côtés, qui, pareil, hein, ne sont pas matérialisés. On ne sait pas s'il y a un faisceau qui passe par là ou par là. D'où, et ça on en parle depuis tout à l'heure, la chirurgie éveillée qui permet d'observer la fonction au bloc opératoire. C'est un travail collégial, multidisciplinaire, les chirurgiens d'un côté, les orthophonistes, neuropsychologues de l'autre, anesthésistes également. Alors pendant la phase éveillée, comme le docteur Zabo l'a dit, l'anesthésiste se met en retrait et il interviendra après, il était intervenu avant. Et l'objectif de tout ça, quand c'est fait dans de très bonnes conditions, l'objectif est de réaliser les tests langagiers et neuropsychologiques plus ou moins élaborés, plus ou moins demandeurs sur le plan cognitif, dans les meilleures conditions possibles pour que les tests soient les plus fiables possibles. Une vidéo montrant une cartographie corticale sur... Il n'y a pas le son non plus. D'accord. Bon. Alors ça présente moins d'intérêt là. Si. Bon, en gros, on arrête le langage, mais on l'a vu tout à l'heure. Et là, on provoque un mouvement. Regardez la main du patient. On provoque un mouvement de son poignet, ce qui nous permet, on va le voir là, voilà, d'identifier le cortex moteur. Alors ça, c'est les phases initiales de la cartographie. Et de proche en proche, et au fur et à mesure des tests que l'on fait, on obtient une cartographie personnalisée. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sur le cortex fonctionnel, on pose des étiquettes et on sait qu'il faut absolument préserver ces zones-là. Donc, on va enlever la tumeur qui est située tout ici en respectant ces aires-là. Donc, on découpe à l'intérieur des étiquettes. Et la cartographie sous-corticale, alors là, c'est peut-être un peu plus imagé, mais on a déjà vu l'exemple tout à l'heure avec le professeur Dufaux. Le patient réalise une double tâche, langage en même temps qu'il fait le mouvement du bras. On stimule la substance blanche, arrêt du langage, arrêt du bras. On arrête la stimulation, ça repart, comme avant. Et ainsi, on a identifié les limites profondes de notre résection, les faisceaux de substance blanche qu'on va préserver.
c'est la répétition. Alors, quelles sont les tumeurs que l'on opère en conditions éveillées, autres que les gliomes de bas grade, mais il y a les gliomes de haut grade, les glioblastomes. Les métastases, tumeurs secondaires qui viennent d'autres organes, la plupart du temps du poumon ou du sein, et des lésions vasculaires. Alors, au sens large, j'utilise simplement le terme de cavernome, qui sont des lésions vasculaires particulières situées dans le cerveau et qui ont un comportement, on va dire, assez proche d'une tumeur bénigne. Dans les glioblastomes, l'intérêt, c'est comme dans les gliomes de bas grade, bien sûr. Alors, bon, tout l'intérêt de la chirurgie éveillée, c'est de préserver les fonctions neurologiques, mais essayer d'améliorer la qualité de résection, de ne pas se contenter d'enlever le cœur de la lésion que l'on voit ici, d'enlever plus large, tout en contrôlant les fonctions, bien entendu, notamment pour avoir nos limites de résection ici en arrière et en dedans, pour améliorer la qualité de résection avec un bénéfice sur la survie. D'opérer des patients présumés inopérables, comme ce patient-là qui a un glioblastome dans la région centrale de la sensibilité primaire, qui était récusé, sauf si on pouvait l'opérer en conditions éveillées. C'est ce que l'on a fait. Le patient allait mieux en post-opératoire, avait récupéré de ses troubles sensitifs. Et je trouve qu'une situation très intéressante du réveil est dans les cas de récidive de glioblastome, puisque, en principe, dans la chirurgie du glioblastome, on fait une chirurgie centrifuge à partir du centre de la tumeur. Cette chirurgie est rendue très compliquée dans les récidives car la tumeur est très peu dissociable du reste du parenchyme. Il y a beaucoup d'adhérence, beaucoup de vaisseaux aberrants qui font qu'il est difficile de retirer la tumeur depuis son centre. Donc, il est beaucoup plus confortable de passer au large de la tumeur, ce qui nous permet d'être en zone entre guillemets saine. On sait qu'il y a des cellules tumorales. En tout cas, il n'y a pas de vaisseau aberrant, il n'y a pas d'adhérence, il n'y a pas de problème de ce type-là, ce qui rend la chirurgie beaucoup plus simple finalement. Dans les tumeurs comme les métastases, le cas de figure typique, ce sont les métastases dites profondes et présumées inopérables, car trop profondes. Seulement, c'est une perte de chance quand même pour les malades de ne pas pouvoir retirer la tumeur. Et là, tout l'enjeu de la chirurgie éveillée est de trouver le bon chemin d'accès jusqu'à la tumeur, de naviguer entre les faisceaux de substances blanches pour arriver jusqu'à la tumeur. Une fois qu'on est au niveau de la tumeur, on peut même rendormir le malade à ce moment-là et finir de réséquer la tumeur une fois le malade endormi. Même chose pour ces lésions profondes et on développera cet exemple tout à l'heure de ce cavernome qui est situé très profondément dans le cerveau. Bien sûr, tout en préservant la qualité de vie des patients. C'est le but premier du réveil. Alors les contraintes, par rapport aux gliomes de bas grade, notamment, alors les gliomes de bas grade, ça a été très très bien dit tout à l'heure, l'évolution est lente, donc les mécanismes de neuroplasticité ont le temps de se mettre en place. Ce sont des tumeurs qui ne sont pas destructrices, elles sont infiltrantes mais non destructives, donc les patients n'ont pas de troubles neurologiques évidents, ils peuvent avoir des troubles neurocognitifs fins mais pas marqués, et souvent c'est une pathologie qui survient chez les sujets jeunes. Dans les glioblastomes, c'est l'inverse. L'évolution est rapide, la tumeur se développe très rapidement, le cerveau n'a pas le temps de s'adapter, ou très peu. Ensuite, ce sont des tumeurs qui sont nécrotiques. On le voit là au sein de la lésion, ça c'est de la nécrose, c'est-à-dire que c'est du tissu cérébral détruit. Et donc, bien sûr, s'il y a du tissu cérébral détruit, ça s'accompagne d'un déficit neurologique, cognitif, chez le patient. Il y a des vaisseaux aberrants, chose qu'il n'y a pas dans les gliomes de bas grade. Cette hypervascularisation complique la chirurgie pour différentes raisons, et notamment en raison d'un saignement un peu plus important dans cette chirurgie tumorale. Ce sont des tumeurs qui surviennent chez des sujets plus âgés, qui ont un potentiel de plasticité moindre que les plus jeunes. Les métastases, elles, s'accompagnent souvent d'un œdème autour, un œdème cérébral marqué. Elles ont un effet de masse, elles compriment le cerveau autour et elles entraînent régulièrement un déficit neurologique cognitif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les découvre la plupart du temps. Les cavernomes sont des tumeurs vasculaires, ce sont des malformations vasculaires qui saignent régulièrement. Il y a donc des remaniements cérébraux de la glie qui se fait autour. Et ce sont également des tumeurs épileptogènes, ce qui peut compliquer la chirurgie, notamment le réveil des patients. Si une crise est observée pendant la chirurgie éveillée, ça peut compliquer la passation des tests.
Et nous avons une relation qui est inverse entre les gliomes de Bagrade et la plasticité et les tumeurs d'évolution plus rapide chez des sujets plus âgés. C'est-à-dire que les mécanismes de plasticité sont moins sollicités dans la population des autres tumeurs cérébrales. Alors, je vais vous montrer un cas illustratif de ce patient jeune, 45 ans, euh, qui a cette malformation, ce cavernome du thalamus gauche, qui a saigné plusieurs fois, présumé inopérable. Il n'y a pas tellement d'autres traitements pour ces lésions-là. Il avait déjà des troubles sensitifs, hémicorporels de l'autre côté, donc à droite, relativement invalidants, mais surtout douloureux. Et surtout, il saignait régulièrement. Et à chaque épisode de saignement, troubles neurologiques marqués, nouvelles douleurs, etc. Et donc, on a pris le parti de l'opérer en conditions éveillées, mais seulement avant, nous avons fait, alors pas pour guider la résection, simplement pour documenter le cas clinique, une tractographie pré-opératoire. La tractographie, c'est une méthode d'IRM, de traitement informatique de l'IRM un peu spéciale, qui permet de reconstituer ces fameux faisceaux de substances blanches. Et là, nous voyons qu'en gros, il y a trois groupes de faisceaux. Le groupe latéral ici, en jaune, vert et rouge, euh, voilà, qui est latéral, un groupe médial en doré et un groupe plutôt antérieur en bleu et rose. Ce sont les fibres motrices et sensitives. La lésion est ici. Lorsqu'on regarde sur le côté, on voit que la lésion est enchâssée là-dedans. Et donc l'idée, c'était de passer par une voie qui laisse de côté le groupe latéral, en dedans le groupe médial, et qui soit en arrière des fibres sensitives et motrices. C'est ce que nous avons fait. Alors là, il n'y a pas besoin de son, ça tombe bien. Chez ce patient, donc il est installé sur le côté, comme le docteur Zabo nous l'a montré. Le côté droit pour exposer le côté gauche. Voici la cartographie et heureusement, le cortex par lequel on voulait passer n'est pas fonctionnel à la cartographie, sinon on aurait dû changer notre plan d'action. Et on a réalisé une sorte de petite cheminée au travers de son lobe pariétal. Là, c'est sous microscope, en stimulant régulièrement le chemin d'accès pour être sûr de ne pas buter sur un faisceau de substances blanches et donc de devoir changer notre trajectoire. On a enfin atteint le ventricule et là, c'est une sorte de sas après de décompression. Une fois qu'on est dans le ventricule, normalement, on n'est plus tellement exposé à la fonction. On stimule malgré tout pour être certain d'être au bon endroit. Et le fameux cavernome, cette lésion vasculaire, est situé juste derrière le ventricule, juste sous le ventricule, ce qui nous a permis de le retirer. On finalise la cartographie en étant sûr d'être bien sur les parois de ce cavernome. Et ensuite, le patient a pu être rendormi pour finir d'enlever le cavernome, puisque ce sont des manœuvres qui sont potentiellement douloureuses. Donc, on évite de les faire pendant la phase éveillée. Le résultat est très satisfaisant sur le plan clinique. À 3 mois, le patient allait beaucoup mieux qu'en préopératoire sur le plan sensitif notamment. Pas de déficit neurocognitif surajouté. Exérèse complète du cavernome et on voit sur cette IRM en coupe de profil le petit chemin d'accès que nous avons fait au travers du lobe pariétal jusqu'au ventricule pour atteindre finalement cette partie profonde du cerveau. Voici une reconstruction de sa tractographie avec le chemin d'accès en bleu. On voit que l'on est passé là où on voulait passer, c'est-à-dire en laissant tout le groupe latéral latéralement, alors cette fois-ci c'est à gauche, le groupe médial au milieu, et que l'on est passé en arrière des fibres motrices et des fibres sensitives. Alors, le problème, surtout dans cette population de patients qui ont d'autres tumeurs que des gliomes de Bagrade, sont que l'on est un peu plus exposé aux limites intrinsèques du patient. À savoir que ce sont des patients qui ont plus souvent des déficits neurocognitifs qui ne permettent pas de réaliser les tests dans de bonnes conditions au bloc opératoire. Ce sont souvent des patients plus âgés. Alors, il n'y a pas de limite d'âge. Vous citiez tout à l'heure votre travail d'équipe sur des patients jusqu'à 80 ans en adaptant la technique avec l'hypnose. Pourquoi pas? C'est des choses à développer pour des patients plus âgés qui auraient un réel bénéfice à la chirurgie éveillée. Je sais qu'au-delà de 70 ans, dans mon expérience, le réveil est plus difficile et les tests neurocognitifs peuvent être moins fiables, mais tout dépend aussi du patient. Parce qu'à 70 ans,
il y a l'âge physiologique qui compte, il n'y a pas que l'âge sur la carte d'identité. Des troubles respiratoires prévisibles, surtout chez des patients qui ont un cancer du poumon, qui ont eu une lobectomie pulmonaire, qui sont tabagiques. C'est difficile à gérer, pas que pendant l'intervention, mais après l'opération, des patients qui peuvent faire des pneumopathies, etc., qui peuvent compliquer. De même que pour l'obésité, le risque de reflux gastro-œsophagien. Il n'y a pas de limite réelle, hein, ça dépend de la physionomie du patient et de son risque de reflux. Et l'épilepsie non contrôlée, on en a parlé tout à l'heure, en particulier dans la chirurgie des cavernomes. Donc, il y a une préparation épileptique avant l'opération nécessaire en renforçant les traitements antiépileptiques, par exemple. Mais cela également nous fait nous poser la question de développer des techniques complémentaires ou alternatives à la chirurgie éveillée pour opérer ces patients dans les mêmes conditions de sécurité, ou en tout cas les plus proches possibles, avec les mêmes résultats oncologiques. Donc, je vais brièvement parler des quelques perspectives que l'on peut développer, en tout cas à court et moyen terme. Tout à l'heure, le professeur Dufaux a parlé de l'IRM cérébral, des techniques avancées d'IRM cérébral avec la tractographie, et on va voir l'IRM fonctionnel. La tractographie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a voulu documenter le cas clinique. C'est très intéressant avant, c'est très intéressant après pour comprendre ce que l'on a fait, mais ce n'est pas intéressant pendant l'intervention pour des milliers de raisons technologiques. Mais une des raisons les plus basiques, c'est que les neuroscientifiques spécialistes de ces techniques de traitement des images ne sont pas d'accord entre eux pour formuler les meilleurs faisceaux, en tout cas les faisceaux les plus réels possibles. Dans cette étude faite au travers de plusieurs États, plusieurs continents et avec la participation de beaucoup de spécialistes de la diffusion, on leur a demandé de faire des faisceaux les plus fiables possibles. Et en fait, on se rend compte que, en fonction de la technique utilisée de la personne qui le faisait, on obtenait à chaque fois un faisceau différent. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus pour opérer des patients, sachant qu'on est au millimètre près pour enlever des tumeurs cérébrales. On a également parlé de l'IRM fonctionnel et vous avez montré le cas tout à l'heure, professeur Dufaux, d'un mécanisme de plasticité vu en IRM fonctionnel, qui était une méthode d'exploration cérébrale formidable. Là, par contre, dans cet exemple-là, et ça illustre bien la limite de la technique, c'est un patient qui n'a pas de tumeur cérébrale, qui n'a pas de contrainte cérébrale, qui a bougé le bras droit, donc de l'autre côté de ce site d'activation au niveau du cortex moteur, et pourtant d'autres sites moteurs de l'autre côté se sont activés, qui sont peut-être des artefacts ou peut-être pas. On ne peut pas le savoir exactement sur cette IRM fonctionnelle. Toujours est-il qu'il y a eu des études comparatives entre les cartographies cérébrales telles qu'on les fait au bloc opératoire avec la stimulation électrique directe et l'IRM fonctionnel, et la correspondance est mauvaise, 67% de correspondance. Donc on ne peut pas se baser là-dessus non plus pour traverser ou enlever des parties de cortex basées sur l'IRM préopératoire. Une autre technique, ce sont les potentiels évoqués neuronaux que l'on développe. C'est pour ça que j'en parle. Potentiel évoqué, ça veut dire qu'on provoque le potentiel électrique, le potentiel électrophysiologique par la stimulation et on recueille le signal soit par des électrodes posées sur le cortex, soit par des électrodes posées dans les membres des patients, comme par exemple pour monitorer les faisceaux moteurs. On stimule, on peut recueillir sur le cortex le signal, mais surtout recueillir la contraction musculaire. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée en pratique courante dans certains centres, beaucoup en Italie notamment. Seulement, c'est très limité puisque c'est réservé au réseau moteur et pas au réseau cognitif. Et puis, on a vu, même récemment, que ce n'est pas tout le temps très fiable. C'est pour ça qu'on développe avec d'autres équipes dans d'autres continents, notamment les Japonais sont très en avance sur cette technologie, les potentiels évoqués, mais sur les réseaux cognitifs. Et notamment là, il y a un exemple, je vous ai montré un exemple de réseau du langage avec un des faisceaux très impliqués dans le langage, c'est la boucle phonologique du faisceau arché. L'idée étant de stimuler la substance blanche comme on le fait en chirurgie éveillée et de recueillir le signal sur des électrodes posées sur le cortex, électrodes qui sont posées sur les terminaisons de ce faisceau. Si ces électrodes s'activent, ça veut dire qu'on a stimulé le faisceau. C'est en cours de développement. On est quelques-uns à travailler dessus. On a encore beaucoup
on va dire, de contraintes technologiques et électrophysiologiques à élucider pour avancer dans cette technologie. Ce qui semble quand même le plus pertinent à l'heure actuelle, c'est d'avoir une approche multimodale, c'est-à-dire d'intégrer les différentes technologies au bloc opératoire. Et ce faisceau de technologies nous permettrait peut-être d'atteindre quelque chose de proche de la réalité, comme dans cet exemple de ce patient qui a été opéré où on a monitoré les fibres sensitives en stimulant la substance blanche, en recueillant au niveau du cortex le signal. On voit que cette zone du cortex est activée, qui correspond d'ailleurs à la zone sensitive, qui reçoit les terminaisons du faisceau sensitif. Et c'est un patient qui a eu une IRM de tractographie améliorée. On voit l'amélioration, c'est la colonne de gauche versus la colonne de droite sans l'amélioration. On voit que le faisceau est nettement plus dense, nettement plus touffu que sans l'amélioration. Et les autres faisceaux autour également sont beaucoup mieux visualisés que sans l'amélioration. Mais au-delà de la visualisation, la précision de la tractographie était meilleure. Donc l'idée, c'est d'amener ces différentes technologies au bloc opératoire et surtout de les vérifier avec les cartographies en chirurgie éveillée qui représentent le gold standard de l'exploration cérébrale. Donc les messages clés, si on veut résumer tout ça, c'est que la neurochirurgie tumorale doit absolument préserver les fonctions cérébrales supportées par le cerveau. Elle n'est pas utile que dans les gliomes de bas grade, alors c'est la référence pour les gliomes de bas grade, mais elle peut être très utile dans d'autres types de tumeurs cérébrales, et c'est ma pratique quotidienne. Seulement, on voit qu'il y a plusieurs contraintes qui font qu'on ne peut pas, bien sûr, opérer tous les patients dans les mêmes conditions et qu'il y a donc un besoin de développer de nouvelles méthodes. Et ces nouvelles méthodes doivent passer par une approche multimodalité en intégrant les différentes modalités au bloc opératoire, comme sur cet exemple-là. Et j'aimerais terminer en remerciant bien sûr les patients qui participent à nos protocoles de recherche clinique, sans lesquels on n'avancerait pas, et les collaborations que j'ai dans mon centre, donc à Nice, avec une équipe de l'INRIA à Sophia Antipolis, bien sûr les collègues radiologues de l'IRM et mes collègues neurochirurgiens, orthophonistes et neuropsychologues qui sont là en photo avec les patients à la fin de la phase éveillée. Voilà, merci beaucoup. Il y a des questions. Oui, on a une question. Est-ce que les patients de nature anxieuse ont une plasticité différente, voire moins performante? Les patients de nature anxieuse. Alors, je vais répondre sur un plan très pratique. Et alors, les tests, la façon dont ça se passe au bloc opératoire se fait de la même manière chez des patients très anxieux par rapport à des patients moins anxieux. Il faut savoir que quand même, globalement, les patients sont globalement anxieux, même s'ils sont bien préparés. Sur un phénomène plutôt de plasticité cérébrale, je pense que le docteur Herbé peut éventuellement répondre, mais je pense qu'il n'a pas de données à ce sujet. En tout cas, ce n'est pas une condition. Les anxieux sont bien sûr. Donc, si la personne qui a posé la question est anxieuse, elle peut quand même se faire opérer. Voilà. Alors, ils sont bien préparés, les patients, avant cette chirurgie. Ils sont vus par l'équipe de chirurgie, l'équipe d'anesthésie, l'équipe de neuropsychologie, d'orthophonie. La répétition du déroulement de l'intervention permet de baisser significativement le taux d'anxiété. Et une fois qu'ils sont au bloc opératoire, le meilleur moyen de lever l'anxiété, c'est de réaliser les tests et de les réaliser en continu. Comme ça, ils focalisent sur les tests. Ils ont du personnel entraîné en phase 2, les anesthésistes au moment du réveil, le neuropsychologue, les orthophonistes qui sont rodés à cet exercice ont une attitude extrêmement rassurante car très professionnelle. Donc l'anxiété, et je peux vous assurer que lorsqu'on voit un patient la première fois en consultation, il sait qu'il va venir, qu'il vient voir un chirurgien qui opère en éveillé, l'anxiété est importante. Et au fur et à mesure de la consultation, l'anxiété diminue pour presque disparaître avant l'entrée au bloc opératoire. Alors, je crois que je vais poser une question idiote, justement, parce que je pense qu'il n'y a pas de réseau. On peut pas imaginer qu'un jour, l'équipe de Dufaux et d'autres fasse un livre des réseaux cérébrales pour des réseaux fonctionnels. Et je pose une question en me disant, si l'ensemble des données que vous faites et votre cartographie, on les conserve, à la limite, on les met dans des systèmes de réseau avec des algorithmes un peu sophistiqués d'IA et autres,
on peut imaginer qu'un jour, vous décriviez le réseau fonctionne. Alors, il va changer d'un patient à l'autre, bien évidemment, d'après si j'ai bien compris le message du jour, mais est-ce qu'on peut quand même avoir des notions anatomiques un petit peu précises et qu'un jour, on donnera un livre sur les réseaux neurologiques qui pourrait être intéressant? On a publié de nombreux atlas sur effectivement les corrélations anatomo-fonctionnelles et donc les réseaux critiques. Et c'est ce qu'on voit finalement au bloc opératoire, ce qui ne peut pas être compensé, puisque plus on cumule de patients, même si c'est à l'échelon individuel, et plus on les met ensemble dans des atlas normés, plus on va s'apercevoir qu'il y a des structures, notamment la substance blanche, qui apparaissent comme relativement invariables d'un patient à l'autre. Et c'est finalement ce qu'a montré tout à l'heure Guillaume Herbet, un atlas où vous vous souvenez sûrement qu'il y avait des parties rouges au centre correspondant à la substance blanche. Et en fait, nous, on n'explique pas encore bien les mécanismes de neuroplasticité et la variabilité interindividuelle, mais on explique bien les limites de la neuroplasticité. Ce qui veut dire que ça doit être frustrant pour les neuroscientifiques, et je vais laisser répondre maintenant à Guillaume, mais finalement, c'est très rassurant pour les cliniciens, parce qu'à la limite, avec l'habitude maintenant, dès que vous voyez une IRM classique, quand vous rencontrez le patient pour la première fois, et probablement le professeur Almerac, plus jeune que moi, va dire où il en est dans ce cheminement, mais finalement, on sait combien de tumeurs on va enlever, parce qu'on voit tout de suite les zones où on ne pourra pas aller liées à la limite de la neuroplasticité. Monsieur Mar? Oui, vous êtes très, très habile, mais je voudrais poser une question à propos du cavernome. En chirurgie traditionnelle, non cérébrale, l'hémostase de ces lésions très complexes, très diffuses, avec de nombreuses petites branches, sont alimentées. Et quand on peut contrôler cette alimentation, l'exérèse est relativement simple. Mais vous êtes au fond d'un trou, ça saigne. Apparemment, vous n'avez pas contrôlé l'alimentation de la lésion. Vous faites hémostase par électrocoagulation ou par déclise, ou les deux. Alors, il ne faut pas confondre le cavernome, qui est une lésion vasculaire à bas débit, alimentée par des petites artérioles, et c'est un nidus, finalement, Ah, c'est pas qu'on va une contrôler. Non. grosse lésion veineuse. Et alors, la grosse lésion veineuse dont vous parlez, c'est la malformation artério-veineuse, MAV, AVM. C'est là, pour le coup, c'est une autre chirurgie. C'est une chirurgie beaucoup plus vasculaire, Oui, c'est chirurgie vasculaire. parce qu'il y a des gros vaisseaux artériels qui viennent l'alimenter et une ou deux grosses veines qui permettent d'évacuer le sang, de vaisseaux absolument anormaux et très hémorragiques. D'ailleurs, ce sont des lésions à haut débit vasculaire. Oui. Quand elles saignent abondamment, alors que les cavernomes saignent très peu, de manière très chronique. Donc, ce n'est pas du tout la même chirurgie. Je ne me serais peut-être pas lancé sur une malformation artério-veineuse de cette région-là. Certainement pas même. Un cavernome, oui. Alors, je ne connais pas justement ces cavernomes à faible débit. Avec une électrocoagulation bipolaire, comme on l'utilise, on contrôle très bien les afférences artérielles sans souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois une population jeune qui est peut-être des questions que vous avez à poser. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions idiotes, hein, parce que c'est quand même c'est quand même d'un niveau un peu élevé. Donc, on peut poser des questions, tout ce qui vous passe par la tête. Non, il n'y a pas de questions particulières. Est-ce qu'il y a des questions sur le... On a une question, même Voilà. si on a déjà un peu évoqué, mais comme... Pourquoi utiliser la double tâche en paire opératoire, langage plus moteur? Alors, le mieux placé pour répondre à ça, c'est le docteur Herbet, mais je vais m'y risquer et me substituer au neuropsychologue quelques instants. Langage et moteur, en fait, déjà, ce n'est pas une tâche de langage standard que l'on fait, on peut même l'adapter. Euh, En plus de la tâche de langage qui est faite, le fait de bouger le bras permet non seulement de contrôler la motricité en même temps, donc de contrôler deux fonctions, mais c'est surtout le fait de pouvoir contrôler la capacité de faire deux choses en même temps. C'est ce que l'on appelle grossièrement, alors le docteur Herbet là va me regarder avec des gros yeux, mais la mémoire de travail. Et on peut augmenter la difficulté de la tâche, donc ce qu'on appelle la charge cognitive, en faisant faire une tâche de langage un peu plus élaborée. Et finalement, ça va se transformer en une triple tâche. Et c'est ce que l'on fait très régulièrement au bloc opératoire, la triple tâche pour être le plus sensible possible
sur l'interruption des réseaux, ou en tout cas la désorganisation des réseaux cérébraux. Vous voulez rajouter quelque chose? Très bien. Merci. Non, mais ça rejoint une autre question, c'est que bon, là, on déborde complètement la neurochirurgie. Je pense que la notion de triple tâche, voire de quadruple tâche, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner beaucoup plus aux enfants. Vous savez moi, je me suis occupé beaucoup de ça, ce qu'on appelle le solfège corporel. On apprend par exemple à marcher les enfants sur un 2 temps, à taper un 3 temps avec les mains et à frotter. C'est l'histoire de tourner la tête. Et donc, je crois que on peut, et là on est dans une plasticité cérébrale tout à fait originale, mais c'est ce qui fait, et c'est un débordement de notre journée, de notre débat de ce soir, c'est ce qui fait qu'on peut quand même être optimiste, parce qu'on peut faire au cerveau des choses extraordinaires, et notamment les gens qui sont doués pour faire des fonctions multiples et différentes. Moi, j'ai connu quelqu'un qui écrivait des 2 mains et des choses différentes. J'étais absolument stupéfait. C'est quand même incroyable. Au tableau, écrire des 2 mains en même temps, si vous voulez. Mais c'est pas le sujet du soir. Ça allait un peu parce que je sais qu'il y avait beaucoup de diapositives, mais parce que je voulais donner une vision un peu holistique, comme il me plaît de dire. À la fin, je parlais de créativité. Et donc, finalement, ça va bien au-delà, simplement, si je puis dire, de la chirurgie des tumeurs cérébrales. Mais on commence à se poser la question sur l'interaction entre les différents réseaux pour en arriver non seulement à de la cognition de haut vol, non seulement à une modification pour avoir un comportement adapté au fur et à mesure, mais également donc à quelle est l'essence de l'être humain et la capacité de pouvoir utiliser des données qui semblent classiques pour en extraire une substantifique moelle qui n'était pas prévue à la base. Et c'est le principe finalement qui nous amenait ici aujourd'hui avec des résultats uniques basés sur un concept différent à la base. Et la créativité n'est pas réservée qu'aux artistes, ou alors, comme il me plaît de le dire aussi, chaque chirurgie devrait être une œuvre d'art. Je voudrais citer le professeur Maurice Laude, le professeur d'anatomie d'Amiens, qui faisait ses dessins au tableau des 2 mains, en même temps, et de façon parfaitement symétrique. C'était extraordinaire. Et je voudrais ajouter une petite remarque qui m'a marqué, qui m'a beaucoup frappé là, dans vos 4 exposés, c'est que la psychologie, c'est quelque chose d'immatériel. Et vous arrivez à trouver des traces anatomiques dans vos IRM spécialisés, dans vos façons d'opérer, des traces anatomiques concrètes des phénomènes psychologiques. Ça me frappe beaucoup. C'est pour ça que je vous en remercie, que j'étais heureux d'inviter mes collègues aujourd'hui en disant, parce que nous avons communiqué la première fois, j'aimerais montrer l'interaction perpétuelle entre la chirurgie, la médecine et les neurosciences pour en arriver à cette fameuse phrase qui me tient à cœur, mieux comprendre le cerveau pour mieux soigner les patients cérébralisés. Et en fait, tout part de là et pas d'un acte technique. Ça, c'est le chirurgien qui le dit. Dans mes enseignements, la première chose que j'enseigne aux plus jeunes, c'est oublier d'être chirurgien et essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau parce qu'il va vous guider. Le reste va s'imposer comme étant une évidence. Dans l'évolution moderne de notre métier, de médecin, il y a de plus en plus de médecins qui font des gestes techniques, c'est les médecins interventionnels, qui peuvent donc se rattacher à votre conception du chirurgien neurologue. À condition qu'ils comprennent le fonctionnement du connectome. Bien, ben voilà, je crois que c'est, si vous voulez, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je voulais vous remercier, merci tous les orateurs. Moi, j'ai trouvé ça une journée passionnante. J'espère que ça n'a pas trop été difficile pour le grand public, mais je ne pense pas, parce que c'était. Et donc, je crois qu'il faut rester. Ça rassure et même ça permet d'être optimiste, parce que moi, parce qu'il y a des conséquences sur cette neuroplasticité également en traumatologie cérébrale, les hématomes. Moi, je ne vous cache pas qu'à titre personnel, j'ai un fils qui a eu un hydrome gigant. Kyste arachnoïdien de la grande scissure avec un hydrome frontotemporal, et c'est mon fils qui a été plus brillant dans les études, donc le connectome, il s'en est servi ailleurs, etc. Voilà, donc je voudrais vraiment vous remercier et puis dire que la Fondation poursuit son chemin, qu'on n'est pas contre les dons à la Fondation. Il y a d'ailleurs voilà, que cette Fondation vit bien évidemment avec les dons qu'ils reçoivent et le mécénat. Et puis vous donnez quelques dates pour l'avenir. Le 27 mai, nous changerons d'étage, puisqu'on parlera du cancer colorectal sous la présidence du professeur Jérémy Lefebvre de Saint-Antoine. On aura un sujet extrêmement original le 24 juin, parce que c'est une pathologie qui n'est pas connue beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais
qui est le lipœdème, c'est-à-dire les grosses jambes, parce que c'est un sujet qui tracasse beaucoup de femmes. On dit, bon, vous avez des grosses jambes, vous n'avez qu'à porter des bas, vous avez des varices, etc. Et en fait, il y a vraiment une maladie du tissu sous-cutané qui commence à s'individualiser, qui est extrêmement intéressant. Et puis enfin, en septembre, on parlera des lithiases urinaires sous la direction d'Olivier Traxer, qui est mondialement connu pour les calculs de l'urtère et du rein. Voilà. Écoutez, je vous remercie encore 1000 fois et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Au revoir.